Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Distillerie. Les Steelers ont retrouvé leur bon bilan habituel, une victoire, une défaite. Si vous pensiez qu'on allait enchaîner les victoires, c'est mal connaître votre équipe. Polo, Thomas, tout est normal finalement. Les Steelers font du moitié-moitié. Salut Romain, salut Thomas. Ouais, on a perdu en partie sur un play de special team. Et d'habitude, c'est les Steelers qui gagnent sur ce type de play. Donc, en partie, ça explique pas tout, mais c'était un match dégueulasse, quoi. Ouais, salut Romain, salut Polo. Comme tu dis, petit bilan typique Steelers. 1-1 avec un premier match encourageant et ce match-là où on attendait une confirmation et évidemment qui ne tombe pas. Et pas mal de questions du coup, de choses on espérait par rapport à l'issue du premier match, des espoirs et on s'aperçoit là sur ce match que il y a de nouveau des problématiques. Donc finalement on est un petit peu encore en dents de scie sur certaines choses. Donc on va pouvoir discuter de tout ça tous ensemble. Je suis revenu un petit peu sur l'épisode de la semaine dernière, Thomas, et vers la fin, tu nous dis ça va être important de voir comment la défense va rebondir. Je pense qu'on a tous bien vu, mais est-ce que tu veux donner ton analyse sur le non-rebond de la défense? Voilà, c'est encore une fois, il va falloir se poser les bonnes questions. Pas faire de alerte spoiler sur la suite de l'épisode et de ce que je vous ai préparé, mais il va falloir se poser les bonnes questions sur cette défense. Mais ouais, on a encore vu là que sur ce match, les faiblesses qu'on avait un petit peu vues, enfin qu'on avait même complètement vues sur le premier match, elles sont toujours là. On a toujours des problèmes au sol, on a toujours des problèmes de couverture homme-à-homme derrière. On a concédé encore une fois beaucoup de big plays. Je crois que Polo nous donnera la stat, mais je crois que sous l'Air Tomlin, c'est la première fois qu'on encaisse autant de yards au sol sur les deux premiers matchs. Donc il y a un réel souci, notamment sur la défense au sol, qu'il faut fixer. Et je pense que c'est la base de tout parce que le football, on a beau dire ce qu'on veut sur l'évolution du football avec un développement du jeu aérien, etc. La base du football, c'est le jeu au sol, c'est les tranchées et on est dominé des deux côtés de la ligne. Et ça, c'était déjà plus ou moins le cas sur le premier match. Et là, ça a été clairement mis en évidence contre les Sioux. On peut aller plus loin encore, je pense, Thomas, que le dernier match, hein. Je pense que les problèmes au sol, c'est pas nouveau. La saison dernière, c'était pareil en deuxième moitié de saison. La saison d'avant, pareil, ça avait plutôt bien débuté, mais en deuxième moitié de saison, on avait les mêmes soucis. Et moi, c'est ça limite qui m'inquiète le plus, c'est que les joueurs changent, mais les problèmes restent. Après, il faut regarder quelle est la constante, quelles sont les constantes, Ouais. et on pourra y revenir plus tard. Mais voilà, c'est rien de nouveau et surtout pas de progrès sur les axes comment dire, les axes de progrès qui sont là depuis très longtemps, quoi. Mm. Polo, ton impression générale, toi? Pour le contexte, c'est la première fois en deux décennies, depuis 20 ans, qu'on se prend 30 points de match, plus de 30 points de match d'affilée. Ça donne Ça le donne le ton. contexte. Ouais. Ouais. Après, je veux pas faire l'optimiste forcé, mais il y a 14-14 à la fin du troisième quart-temps. Et ensuite, le quatrième, ça part en couille. Mais il y a des choses à redire, même à 14-14, il y a des choses à redire, hein, mais le match, il pouvait le gagner. Je sais pas vous, mais moi, dans le quatrième quart-temps, même quand ils sont à 10 points derrière, je crois qu'il doit rester une dizaine de minutes. Je me dis quand même, Ouais, c'est ça. on va y arriver, on va mettre un field goal. D'ailleurs, on va mettre un touchdown. Enfin, j'y croyais quand même, quoi. Et pour revenir sur la défense également, pour le contexte, on donne en première mi-temps, dans les deux premiers quarts-temps, ils ont 39 yards à la course. Donc la défense à la course Ah oui. sur les deux Sur premiers la première quarts-temps mi-temps. est bonne. C'est le troisième et quatrième quart-temps que ça part. Encore une fois, ça part. Ce qui est assez paradoxal parce que généralement les Steelers
la grosse force de Tomlin et du staff coaching des Steelers, c'était généralement de faire des ajustements sur les deuxièmes mi-temps qui sont assez pertinents. Et du coup, d'avoir des deuxièmes mi-temps où tu t'adaptes et tu arrives à cadenasser un petit peu plus l'attaque adverse, tu arrives à développer un peu plus ton jeu offensif. Et là, je crois que c'est en l'espace de 3 jeux. Il y a 3 jeux marquants en deuxième période, justement entre le troisième et le quatrième quart. Tu as l'interception que prend Rodgers sur un smash là, dans sa end zone. Alors où il a en plus de façon très Rodgers Mhm. rejeté la faute sur son receveur en disant qu'il doit être au premier au premier cône de TD, ce qui est vrai, hein, d'accord, pour les schémas d'étirement, de stretch comme ça à Elo, tu dois en avoir un en bas et le deuxième à 10 au fond de la end zone. Bon, mais peu importe, c'est pas quelque chose que tu dois dire publiquement. Et donc Calvin Austin qui doit être au premier plot ne l'est pas, et du coup il type la balle qui est destinée, je sais plus qui est derrière, mais qui est Freiermuth. ouais, c'est Freiermuth qui est derrière, et du coup elle tombe dans les mains du DB. Donc ça c'est le premier fait de jeu. Le deuxième évidemment c'est le running gag, le gag sur la special team de Caleb Johnson. Et puis il y en a un troisième après, je sais plus, mais enfin en gros en l'espace de 3 jeux, le momentum du match passe on pouvait prendre l'avantage à on est quasiment le match est quasiment Ouais. perdu pour nous et voilà et on s'effondre en gros. Est-ce que le troisième play auquel tu penses, c'est pas le touchdown de Kenneth Walker qui arrive sur, je crois qu'ils sont à Si, 19 yards de la exactement, end zone et on sort exactement. d'un sac. Alors que je crois que sur la troisième tentative, je crois que c'est Patrick Quinn qui fait un blitz plein centre, qui est à 2 doigts de saquer Sam Darnold. Darnold, et en fait il le rate lamentablement. Enfin, alors Darnold joue bien le coup, il spin, il rebondit extérieur, mais c'est un jeu que tu dois faire. Je veux Ouais. dire, c'est la différence, comme dans le film avec Al Pacino, c'est le détail qui font, tu vois, les centimètres, c'est ce genre de détails qui font la différence entre gagner et perdre. C'est exactement ça qui s'est passé là sur le blitz de Patrick Quinn, troisième tentative, Ouais. et au lieu de ça, ils ont réussi un jeu et ils marquent après. Bon bah voilà. Je C'est pas mal rajouterais quand même, focalisé sur la défense. Il y a des choses à dire sur l'attaque. Paulo, est-ce que c'est vers cette direction que tu te dirigeais ou tu as encore des mots sur la défense? non, juste sur le momentum, les actions clés, je rajouterais également Tomlin qui décide de punter à 14-14 à Ouais. la Ouais. fin du troisième quart-temps, alors Alors que qu'on tu est es au en milieu un du yard terrain, et on est à un quatre, yard. il y a un Ouais. yard, et c'est 14-14. Mm. Tu puntes et derrière, ils font 10 plays et ils finissent Mm. par un field goal. Mais tu vois, Mais là, encore une fois, c'est le moment où le match, peut c'est le basculer. moment où c'est un bras de Ouais. fer et tu leur laisses le Mais ballon. alors, tu vois, sur ce genre de décision de head coach, parce que c'est typiquement la décision du head coach, là, d'y aller ou pas, je suis assez partagé parce que tu vois, j'ai eu la même réflexion de toi sur le moment. Je me suis dit, bah, ok, les Seahawks, ils ont eu 2 fois cette possibilité-là en première mi-temps. 2 fois, ils tentent une quatrième, les Seahawks. La première, ils la passent. Ils ont une première. Et la deuxième, je sais pas si tu te rappelles, ils font un jeu, ils font une play action, une fin de course sur une quatrième et un. La balle est tipée par Cam Hayward et elle tombe sur Nick Herbig qui intercepte derrière. Et c'est une quatrième là. Donc en fait, tu vois, les décisions, j'entends ce que tu dis et je trouve que tu as tout à fait, enfin tu as raison, c'est une vraie décision de coaching, mais enfin voilà, c'est lourd de conséquences aussi des fois des quatrièmes comme ça. Tu peux coûter aussi le match à ton équipe. Donc c'est vrai que c'est dur après en se disant pourquoi il l'a pas tenté. Est-ce que sur le moment, il sentait son équipe suffisamment solide pour se dire, ok, ma défense va tenir, surtout qu'en première mi-temps, elle fait plutôt une bonne première mi-temps, sa défense quand même, entre guillemets, notamment sur la course. Tu te dis, bon, bah ok, il fait confiance à sa défense. Au final, Mais c'est c'est une... Bon. les raisons qu'il donne. Il dit, aucune des deux attaques est vraiment en marche. Il se dit, notre attaque est pas bonne, mais la leur n'est pas mieux non plus, à 14-14. Mais la raison que je trouvais bizarre, c'est il fait ça pour protéger sa défense. Il se dit, on a beaucoup de blessés en défense, Ah ouais, donc ok. il veut Il veut lui donner dégager le ballon. un moins bon field position, ouais, ok. Exactement. Mais tu remets ta défense sur le terrain quand même. Tu vois, Oui. En fait, tu la préserves dans sa Ouais. situation, mais tu la préserves pas dans sa fraîcheur. Tu vois, c'est surtout ça. Franchement, c'est une vraie décision de coaching. Et moi, alors moi, j'ai pas de quatrième à gérer hein, au flag football, mais on a d'autres décisions comme ça des fois à prendre.
Et je vais pas lui tirer dessus parce qu'il y a aussi le feeling du match, tu vois, des fois. Tu sens tes joueurs, tu vois, et des fois, c'est pas forcément, tu te dis, ok, nous on est devant notre télé, on voit ça, et on se dit, ok, peut-être moi j'y serais allé. Mais peut-être que s'il est sur le terrain, il sent son attaque qui patine, il sent sa défense qui est costaud, mais qui, du coup, a besoin d'être peut-être plus loin, enfin plus safe sur le field position. Il prend cette décision-là. C'est pas moi je trouve qu'on n'est pas assez audacieux sur ce genre de choses. 4e et 1, je pense que voilà, il est très conservateur comme coach. Bon, on connaît, hein, mais voilà. Et là, Pour pour moi, moi, il y a le une problème, c'est incohérence, c'est que, bah, vas-y, que vas-y. Tomlin, à chaque fois, va te dire on ne vit pas dans nos peurs. Et là, quand il te donne l'explication de pas jouer cette quatrième, en gros, il te dit ouais, mais si on rate, on donne quand même 30 yards De gratuits, entre gain, ouais, guillemets, à l'équipe net. adverse. Donc, il a une façon de penser sur cette décision qui est ah, mais qu'est-ce qui se passe si on rate? Plutôt que se dire qu'est-ce qu'on fait pour passer On peut ou réussir. comment on enchaîne Ouais. ensuite, tu vois. Et là, pour moi, c'est pas cohérent avec ce qu'il dit depuis des années, qui est on ne dit pas dans nos peurs, et en général, parce qu'il a été questionné fréquemment sur ce genre de décision, et en général, c'est parce qu'il y allait et que ça marchait pas, et qu'il disait si on ne peut pas prendre un yard, c'est qu'on mérite pas de gagner, ou ce genre de choses. Et c'est là où je trouve que c'est pas une décision cohérente. Après, pour aller dans son sens, quelque part, on a tendance depuis des années à se dire à partir du moment où tu as passé la ligne médiane, tu peux tenter un coup parce que la différence entre rater et le punt n'est pas énorme. Sauf que je trouve que maintenant, c'est plus vraiment le cas. Parce que tu as maintenant des kickers qui vont taper des field goals de 65 yards de façon régulière. Et donc, je comprends que le risque soit un peu plus élevé qu'il y a quelques années. Mais voilà, en soi, pareil, j'y serais allé. Mais le problème que j'ai, c'est plus la cohérence entre ce que dit Tomlin et ce qu'il fait. Mais au-delà de. Oui, vas-y, Polo, t'avais un truc à dire. Non, je comprends que c'est plus facile de le dire après, c'est plus facile de le dire dans mon fauteuil que sur le Mhm. terrain, mais pour moi, ça envoie le mauvais message. T'es à la maison, t'es chez toi, tu dois, tu Tu dois dois dicter forcer le tempo la, du match, je suis d'accord avec toi. Tu dois dicter le tempo du match, je suis d'accord avec toi. Ça envoie le meilleur. Moi, alors bon, c'est un. On va dire que c'est un fait de jeu. Okay, c'est un fait de jeu, une prise de décision qui, du coup, tourne pas en notre faveur et après on se dit bon bah ok peut-être il aurait dû faire autrement mais pour moi quasiment tous les faits de jeu de ce match sont la pièce à chaque fois est tombée du côté des Seahawks. Et quand je te dis la pièce, c'est pas forcément le hasard à chaque fois, hein, d'accord. Il y a aussi voilà le jeu de Caleb Johnson, c'est pas le hasard, c'est juste le mec déconne, fait n'importe quoi. Et son coach, je comprends même pas le coach des special teams, qui est pourtant réputé comme étant un bon coach de special team, comment il peut ne pas s'assurer que ses joueurs connaissent les règles. Enfin, je veux dire, c'est à ce niveau de truc, c'est un problème. Mais moi, au-delà de ça, euh, moi, sur ce match, ce qui me pose un souci, c'est l'attaque. Parce que l'attaque, on l'avait vu sur le premier match, et on avait eu ce débat. Rodgers est-il le MVP du match? Et je lui avais dit, mon avis à moi, sur ce moment-là, on défendait avec. Il y avait Will qui était OK avec ça, et Romain plutôt pas trop OK avec le fait que Rodgers soit le MVP. Et je vous avais dit, les play calls avaient été très bons, et il a shooté des types wide open. Là, sur ce match, il n'a pas eu le même genre. Alors, soit le play calling a été moins bon, soit les mecs se sont pas libérés, mais en gros, il a pas eu de jeu facile à réussir. Il a eu à faire le jeu, à porter le jeu, à trouver des solutions sur des fenêtres de tir tight et à sortir son équipe sur des situations difficiles. Et il a pas réussi. Donc, il y a deux choses. Ça, c'est la première, c'est-à-dire que Rodgers, là où il aurait pu peut-être porter un petit peu plus son équipe, et c'est ce qu'on attend d'un futur Hall of Famer dans une équipe, dans une attaque jeune, on attend qu'à un moment donné, il porte l'attaque sur ses épaules et qu'il aille sortir des jeux pour nous mettre, pour nous convertir des troisièmes et des jeux un peu, voilà, le jeu à la passe a pas été bon. À côté de ça, le play calling a été beaucoup moins pertinent que sur le match contre les Jets. Et du coup, bah, la combinaison des deux fait qu'on a retrouvé une attaque merdique, hein, une attaque qui était pas belle. Voilà. Malgré quand même quelques satisfactions, on en parlera peut-être plus tard. Je sais pas ce que vous avez pensé, moi, en regardant l'attaque, et je pense que les stats reflètent ça. J'ai eu l'impression de voir une attaque de Kenny Pickett, Mitch Trubisky, voilà, comme on voit depuis 3 4 ans, qui avance pas, qui fait pas mal de three and out, qui va te sortir un first down de temps en temps, mais voilà. J'ai les stats d'ailleurs des first down, donc il y a eu 12 possessions d'attaque pour les Steelers. Est-ce que vous laissez deviner combien de first down en total sur tout le match? C'est 12 possessions. Moi, j'aimerais bien savoir quel est le nombre. Oui, bah du coup de first down, ça va impliquer le, mais pas forcément. Moi, j'aimerais bien savoir le nombre de three out. Ça serait une bonne stat. De, alors, de Tu vois, tête, je crois sur les 12 il y en a possessions. vraiment que deux, Tu vois, il mais y il en y a a pas tant que ça. aussi, Mm. ouais, mais il y a plusieurs drives où
4 ou 5 plays, quoi. Donc pas plus Ouais, que tu fais ça. un first down Et ça se et reflète dans après les tu. first down, hein. C'est ça. On est à 13 first down sur tout le match en 12 possessions, dont un par pénalité. Donc en gros, c'était une possession, un first down et c'est terminé. À titre de comparaison, les Seahawks ont aussi 12 possessions, ils ont 21 first down. Et ça se reflète aussi, on en parlait la semaine dernière, dans le temps de possession, qui est en faveur aussi des Seahawks. Donc pour moi, Mais vraiment, du coup, c'était une attaque Kenny Pickesque. ouais. Mais du coup, j'ai du mal à voir comment on a pu rester aussi longtemps dans le match avec cette stat. Est-ce qu'ils ont punté beaucoup les Seahawks? Ouais, non, on a créé pas mal, on a deux turnovers. Il y a les deux interceptions. Il y a les deux Ouais, c'est ça, on a interceptions deux turnovers. qui aident forcément. Ouais, c'est ça qui aide forcément. Ouais, ouais. Moi, j'ai un dernier point sur ce match et on a parlé vite fait de Caleb Johnson, c'est autre chose, mais c'est un sujet de préparation. Et on parlait la semaine dernière et Thomas l'avait bien dit malgré des prononciations un peu douteuses. Mais l'attaque des Seahawks passait uniquement par un mec, en tout cas par la Par passe, Njigba, ouais. Jackson Smith-Njigba. Et j'ai eu l'impression que les Steelers ne s'y attendaient pas à ce qu'il soit autant visé. Je crois qu'il a quoi, 8, 9, 10 targets encore. Ouais, il a 10 Et targets. 3 ou 4 fois, pour moi, il est sur une route intérieure, que ce soit une slant ou autre. Et on s'est mangé pareil à chaque fois, quoi, parce on est en zone. Je crois qu'une fois, deux fois, c'est Jalen Ramsey qui est sur lui, mais qui a l'air d'être en zone et qui lui laisse 5 yards gratuits. J'ai l'impression, voilà, Il y on a, il y connaît a la un jeu force de qui l'équipe est, adverse, on il n'est y a pas un jeu qui a fait préparé. un petit peu le buzz là, le big play où il fait un peu le buzz, il prend la balle deep là et tout. Et ce jeu-là, il y avait beaucoup de gens qui tombaient un petit peu sur Jalen Ramsey. Alors je sais pas si tout à l'heure il va être, tu nous l'as préparé Romain dans le dur comme fer ou doit mieux faire, mais sur ce jeu-là, en toute honnêteté, hein, bon, voilà, pour regarder un peu ce genre de jeu avec une oreille, enfin un œil un peu plus précis. En vrai, les Seahawks, ils ont max de réussite ou max de talent. Tu peux dire ça comme tu as envie sur ce jeu-là, mais la passe, elle est millimétrée, elle tombe vraiment, il a pas à ralentir, pas à accélérer, Njigba. Elle tombe vraiment pile poil dans ses mains si elle est un demi centimètre avant Ramsey la type, Ouais, et s'il la met un tout petit peu plus loin, elle est probablement beaucoup plus dure à attraper pour Njigba. Et après, sur le jeu en plus, donc c'est de la couverture homme à homme, où il est solo deep, il a pas d'aide du safety, il est solo pour la couverture, il est derrière, il est plutôt sur une compensation d'avantage extérieur et le tracé ses postes, donc il est en difficulté sur son positionnement qui est pas de son fait à lui, hein. Quand tu es sur cette partie du terrain et que tu couvres un tracé poste qui attaque la moitié ou le grand côté, tu es obligé de compenser au maximum, de couvrir au maximum ton côté faible. Et du coup, il se retrouve dans une situation qui est inconfortable où en plus, il, dans sa course, je sais pas si vous avez vu l'action, mais en gros, il tape plus ou moins, je sais plus si c'est le joueur ou ses pieds à lui qui se tape un peu, ce qui fait que ça le met un peu en décalage sur la vitesse. Donc ils ont un max de réussite, c'est très bien joué de leur part, la passe est parfaite, elle est très belle et la réception est très belle aussi. Mais Ramsey est je pense que vraiment, je vois de. moi, je m'inquiète pas trop sur Ramsey. Je trouve encore une fois qu'il, bon, Bon, et moi, c'était pas un reproche pour Jalen Ramsey. Je pense que je vois le play ok. dont tu parles, qui, je crois, Mm. est le premier de trois assez semblable. J'en ai un autre en tête, je crois, qui arrive plus tard. En tout cas, au revoir le ralenti, j'ai l'impression que Ramsey soit est en zone, soit est vraiment très prudent. Mais ce qui fait que tu as une crossing route encore et tu as Njigba qui revient vers l'intérieur et je pense que tu devais avoir une go en face ou quelque chose. Et il est à 5 mètres du gars ou 5 yards du gars au moment où la passe arrive. Et pour moi, c'est peut-être plus un play call parce qu'il avait l'air d'être en zone. Ouais, Mais je pense. Mm. quand ça arrive 3 fois dans le match, et en plus, je crois de façon assez rapide, il y a eu un drive, je crois, où ils font en gros une passe comme ça sur une crossing route 3 fois de suite, pas forcément le même joueur. Et on a regardé, quoi. On a regardé. Donc, moi, j'ai eu l'impression qu'on était encore mal préparé par rapport aux forces de l'équipe adverse. Ouais, bon. Vas-y, Polo. Sur, sur l'attaque, moi, effectivement, la semaine dernière, pour moi, Rodgers était le MVP, mais ça voulait pas dire que je pensais que ça allait prédire de cette Perdurer, ouais. performance Mm. future. Mm. Et moi, j'étais sorti de ce match en pensant que l'attaque ne serait pas aussi bonne et que la défense ne serait pas aussi nulle. La défense est toujours nulle, mais l'attaque nous est revenue à peu près où c'était. Et je pense que la question, c'est de savoir si Rodgers peut continuer à jouer comme il a joué contre les Jets. On sait que Rodgers dans un fauteuil,
c'est bon. Le ballon, il peut l'envoyer, la passe, elle arrive la plupart du temps. La question de savoir, c'est que il s'est pris 3 sacs dimanche, il s'en est pris 4 le week-end d'avant. C'est combien de temps ça va tenir et au-delà de Rodgers, c'est le plan d'attaque. Oui, reprocher à Metcalf d'avoir pas fait un bon match la semaine dernière. Ouais. Il fait un moins bon match ce week-end, mais c'est le plan de jeu. Pour moi, c'est la préparation du match, comme vous le disiez, et la façon dont on attaque ces équipes-là qui, pour moi, n'est pas la bonne. Bah, le problème, c'est que Rodgers a besoin de jouer dans un fauteuil, et on n'a pas de fauteuil, en fait, déjà, pour commencer. Donc, 7 sacs en 2 matchs. voilà, je veux dire, Il 7 sera sacs en 2 matchs, pas. on se dirige, je le souhaite pas, hein, mais on se dirige probablement vers un destin pour Rodgers qui va être sensible à la suite Burrow. Hein. Je veux dire, Burrow l'année dernière, il prend, je crois, j'avais vu la stat, il prend un truc comme 52 sacs, un truc comme ça, sur sa saison l'année dernière. Oh, Ouais, je veux dire, à un 52 moment donné, sacs. le mec, c'est pas un punching ball, hein. Je veux dire, là, cette année, il était reparti sur les mêmes bases, bah, au bout de 2 matchs, c'est assez out. Ouais. Je veux dire, il y avait un truc, j'ai vu passer un petit clip, euh, un peu dégueulasse sur le fond. Hein. Le message envoyé, il est pas beau, hein. Mais il m'a fait rire un peu avec de l'humour noir. Hein, il m'a fait rire. Il y avait marqué aux États-Unis, il y a X millions d'obèses, pas foutu d'en trouver 5 pour protéger Bureau. C'était un truc comme ça qui était marqué, tu vois. C'était de l'humour noir, hein, c'était pas beau. Mais Oh mon ouais, Dieu. tu te dis, non mais voilà. Alors moi, j'adore Bureau et je suis vraiment désolé de ce qui lui est arrivé pour le coup parce que la NFL perd un beau joueur et les Bengals du coup, bon. Quand tu commences à perdre ton QB comme ça sur un tiers de ta saison minimum, hein, parce que il est parti en hier, donc c'est 4 journées, et ça portera le total à 6, hein, 6 sur 17 journées, t'es à un tiers à peu près. Donc voilà, mais là on se dirige nous à 7 sacs par match, enfin à 7 sacs en 2 matchs. Ouais, c'est On a une énorme. moyenne sur 3,5 par match, on se dirige vers une stat à la Bureau de l'année dernière. Donc si on règle pas les problèmes de ligne offensive, sachant que derrière la ligne, nous on a un mec de 42 piges et pas Bureau qui est dans la force de l'âge. Donc moi c'est ça qui D'ailleurs, m'inquiète, Thomas, hein, c'est ça qui m'inquiète. toi qui as de l'expérience sur la ligne offensive, on en a parlé évidemment dans les 3 derniers épisodes, je crois, donc tous les épisodes de cette saison. Et je pense que ça va continuer tous les épisodes qui arrivent aussi. Est-ce que tu vois une solution vraiment qui existe? Parce que soyons clairs, les backups, il n'y a aucun mec qui a vraiment de l'expérience. C'est des mecs qui sont un peu, voilà, des backups de carrière. Qu'est-ce que tu fais? Tu essayes de bosser avec Broderick Jones et Troy Fautanu pour les faire progresser de façon, enfin, le plus rapidement possible, ou est-ce que tu vas voir ailleurs? Sur les, alors ça vaut ce que ça vaut. Encore une fois, c'est des notations. Bon, c'est à peu près le seul système d'évaluation individuelle des joueurs. Donc Pro Football Focus, on l'a vu la semaine dernière, il mettait la même note à Broderick Jones qu'à Rodgers. Bon, tu te dis là quand même les mecs, bon là, moi j'essaie toujours de regarder un petit peu quand même ce que les mecs donnent comme note parce que ça te donne un peu une idée des fois, surtout sur la ligne d'attaque où finalement évaluer l'efficacité d'un mec sur une ligne d'attaque quand t'es pas un connaisseur, et même et je me considère pas comme un connaisseur, juste avec un peu d'XP, c'est extrêmement dur de voir l'efficacité des gens. Tu peux voir s'ils sont faibles, c'est comme un cornerback, tu peux voir s'ils se ratent, Ouais. mais quand ils réussissent, c'est pas si facile que ça à voir, notamment dans le jeu de course. Bon, les deux tackles, Fotanu et Broderick Jones ont les moins bonnes évaluations de l'équipe cette année, cette semaine sur le match contre les Seahawks, les deux. Donc, tu as un problème déjà de duel homme à homme sur tes deux protecteurs extérieurs. Ça, c'est un problème déjà. Voilà. Ensuite, on a eu à l'intérieur, bon an, mal an, j'ai l'impression que ça tient à peu près. Donc, on a vraiment un problème sur l'extérieur. Moi, de ce que j'en vois, hein, encore une fois, ce n'est que mon avis, je pense que Fotanu a le potentiel pour faire un bon tackle. Là, il faut pas oublier que lui, c'est sa première année, du coup, hein, même si l'année dernière, c'était une année de répétition mentale, entre guillemets. C'est sa première année. Pour moi, Broderick Jones, on va attendre. Hein. J'ai envie de lui laisser encore du crédit parce que c'est un premier tour, parce qu'on a misé, enfin, on a investi pas mal sur lui, parce qu'il est à son poste de prédilection maintenant. Mais à un moment donné, il faudra arrêter aussi de se trouver des excuses par rapport à Broderick Jones. Et moi, je pense qu'avant la deadline, il faut quand même que le front office des Steelers se pose sévèrement la question de savoir s'il ne faut pas essayer d'aller trouver un gars
soit à l'échange, soit en free agent, pour, Ouais. pour prendre ce blindside tackle. Parce que sinon, Rodgers va mourir. Ça, c'est une certitude. Donc, j'ai de l'espoir pour Fotanou. Ouais. Pour Broderick Jones, chaque semaine m'éloigne un petit peu de l'espoir que j'ai avec lui. Et admettons qu'on aille chercher quelqu'un à la trade deadline, deux têtes, ça va quand même être autour de la semaine 8, si je dis pas de bêtises. Euh, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'utiliser un Darnell Washington en support, en aide, quasiment en sixième lineman comparé, enfin, du côté de Broderick Jones, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut faire un peu plus souvent? Je regardais son snap count à Washington, il a joué 23 snaps, en sachant que, en gros, toute la ligne offensive, Rodgers ont joué 62 snaps, je crois, qu'il est le total. Okay, Est-ce qu'on ouais. peut l'utiliser plus? En fait, le problème qu'il y a, c'est que on a deux problèmes. La première problématique, c'est que alors ça c'est ce qu'on appelle trouver une solution collective. C'est-à-dire que quand tu es en difficulté sur tes combats homme à homme, tu vas proposer des schémas de protection de passe où tu vas renforcer collectivement ta ligne offensive pour donner plus de temps à ton quarterback pour lancer. Bon, c'est une solution, mais c'est un peu une emergency solution, quoi. C'est-à-dire que Oui, ah, c'est sûr. voilà, et parce que du coup derrière tes options de passe, bah elles vont être limitées. Si tu sors pas ton tight end, bah t'as moins de gars pour recevoir la balle, c'est mathématique. Hein. Le problème qu'on a derrière, c'est que ça se couple à un autre souci, c'est que derrière on a des receveurs qui sur les tracés en homme à homme et même des fois sur des couvertures de zone, ne trouvent pas de séparation ou se libèrent pas. Et on a vu Metcalf, notamment la semaine dernière et encore cette année, et cette semaine, on l'a vu, les plus grosses actions qu'il fait, c'est des actions où il est en catch contest. Il a quelqu'un sur le paletot, Ouais, il saute et comme ils font que le c'est touchdown. un Frickzilla là, ouais voilà, comme c'est un Calvin Johnson, le mec il est plus fort, plus costaud, plus large et il prend la balle au-dessus de la tête du mec et basta. Et d'ailleurs il y a un TD, je crois que c'est notre premier TD qui reflète très bien cette situation là. Le catch de TD c'est Metcalf sur la tête d'un type et puis la transfo à 2 points, c'est Washington sur un mec qui fait 30 cm de moins que lui et il saute et terminé basta. Bon, non mais je Non, veux c'est dire, vrai. c'est une solution. Mais le problème, c'est que du coup, ça met aussi en lumière le fait que nos receveurs ou nos schémas de concept de passe ont du mal à libérer des gens. Et le problème, c'est que si tu renforces ta protection de passe, t'as encore moins de monde dans le backfield, du coup, t'as encore moins d'espace pour lancer la balle. Ouais. Et Rodgers, tu peux lui laisser 7 secondes. S'il y a aucun mec d'ouvert, ça sera compliqué. Donc, Ouais. c'est deux problèmes qui se juxtaposent et qui font que bah, on est en galère sur le jeu de passe. Hein. Et on est aussi en galère sur le jeu de course. Si je peux pas dire ça. 21, 72 yards sur le match à 21 attempts. Donc c'est 3 yards, Ouais. 3,4 yards de moyenne et 72 yards. Euh, c'est aussi le problème, je pense. Pour qu'on ait un bon Rodgers, faut aussi qu'on sache faire courir le ballon pour qu'on ait moins besoin de pour euh, qu'on soit moins dépendant de lui. Bah, c'est d'autant plus vrai que le schéma de jeu d'Arthur Smith nécessite beaucoup de jeux avec play action, tight end et compagnie. Et que ta play action, elles sont efficaces quand on respecte ton jeu de course. Puisque c'est le principe même d'une play action. Si on respecte pas ton jeu de course parce qu'on arrive à le stopper systématiquement à moins de 3 yards, en fait, en gros, aucune raison de découvrir ton backfield, aucune raison C'est d'envoyer plus ça. de blitz, aucune raison de faire des covers plus audacieuses, et donc du coup de donner de l'efficacité potentielle à tes play action. Donc c'est un vrai problème. Et après, peut-être qu'on en parlera. Je sais pas ce que nous a prévu Romain sur les individualités offensives, mais malgré ça, il y a quand même des mecs en attaque. Je pense notamment aux coureurs qui font des matchs pas trop pourris à mon sens. Donc Oui. ça veut dire que on a un problème dans la construction, on a un problème dans les autres joueurs autour, et on a un problème sur la ligne d'attaque, sur l'ouverture des gaps, tout simplement, je pense. On en revient à ce qu'on disait, on est pris dans les tranchées sur le jeu physique et c'est d'autant plus inquiétant que Omar Khan, Andy Reid et Andy Wade, c'est Wade, ouais, Andy Wade, le GM, Reed. ouais, le Reed. GM assistant, Reed. et Mike Tomlin ont basé leur draft depuis qu'Omar Khan est là sur le physique en gros, sur la physicalité du jeu, sur la brutalité de nos joueurs. Et donc tu recrutes tu draftes ou tu recrutes des mecs qui sont des monstres physiques. Hein. Quasiment tous les gars qu'on a draftés sur les tranchées, c'est des gars qui présentent d'énormes aptitudes physiques.
Metcalf, Jalen Ramsey en défense, tous ces gars-là, c'est des brutes épaisses sur un terrain, et tu te fais dominer les combats homme à homme. Donc, soit les schémas sont pas bons, ce qui est possible aussi, soit à un moment donné, les joueurs jouent pas à leur niveau. Sur, juste sur Broderick Jones, j'ai entendu quelque chose à la radio la semaine dernière et je voulais vous demander. Le mec disait que sur 10 snaps de Broderick Jones, t'en as 8 qui sont passables, voire bons. Mais t'en as 2 qui sont catastrophiques. Donc, c'est un problème de constance. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est sûrement pas suffisant pour un choix de premier tour, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est ce que vous voyez? Je trouve ça intéressant. Alors, encore une fois, c'est très compliqué d'évaluer ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que des linemen offensifs, la plupart du temps, si tu les vois pas, c'est que c'est plutôt bon. C'est-à-dire qu'ils font à peu près leur job. Donc si le mec, tu le vois une ou deux fois sur des situations catastrophiques, Broderick Jones, parce qu'il se déchire, ça peut être tout à fait compatible avec le fait qu'à côté, ces 8 ou 9 autres snaps sont passables, en tout cas sont suffisants, quoi, entre guillemets. Le problème, c'est que si sur ces 2 snaps catastrophiques, il prend 2 sacs, bah en fait, et là il a joué 62 snaps dans le match, il disait Romain sur le nombre de snaps offensifs, 62 matchs, tu divises par 10, ça veut dire qu'il y a 6 snaps qui sont foireux, quoi. C'est beaucoup, tu vois. Donc, bah non, parce que c'est 2 sur 10 en plus, donc c'est encore pire que ça, c'est 12 snaps. T'imagines, tu peux pas concéder 12 snaps catastrophiques dans le match pour un tackle, surtout un tackle gauche. C'est pas possible. Donc là, il y a un problème de constance, il y a un problème de régularité, il y a un problème, je pense aussi de concentration. Parce que c'est pas que des mauvais snaps. Si tu en réussis la plupart et que tu en rates d'autres qui sont vraiment catastrophiques, c'est que t'es pas concentré ou que voilà. Mais c'est inquiétant, c'est inquiétant. Et il parle également de Somalu, apparemment aussi qui est en difficulté. Ouais. On avait la semaine dernière, c'est ce que le côté gauche de la ligne, je trouvais qu'il était problématique. Moi, la semaine dernière, on en avait discuté. J'avais trouvé que le côté gauche était en difficulté. Et là, en plus de ça, on a Fotanou qui a sous-performé sur ce match-là, alors qu'il avait été plutôt bon la semaine dernière. Donc ouais, ce Malo, bah. Le problème de ça, en plus, c'est que c'est l'aide immédiate à Broderick Jones, puisque c'est le même côté, c'est le garde gauche. Et du coup, si tu commences à avoir à la fois ton tackle et ton garde du même côté qui sont en difficulté, ça va commencer à devenir dur. Est-ce qu'on chercherait pas à être un petit peu positif quand même en passant à notre homme de fer doit mieux faire? Commençons par ce qui est ressorti de bon en premier. Je vais commencer parce que Thomas en a parlé. Évidemment, Jalen Warren, c'est vraiment le joueur qui a fait le match le plus positif et de loin. On était tous un peu surpris que la semaine dernière, Kenneth Gainwell soit le running back le plus utilisé jusqu'à la fin du quatrième quart. Après, Warren avait pris quelques snaps de plus. Euh, Encore une fois, ça se voit très clairement dans les stats. Jalen Warren, si tu prends les courses et les réceptions, il fait 134 yards sur le match. Le reste de l'équipe en fait 133. Donc, tu as un joueur qui est responsable pour la moitié de tes yards. Alors, très bien, Jalen Warren, très bien, mais ça quand même très inquiétant pour le reste de l'équipe. Et je me rends compte que je dis ça juste après avoir dit qu'il faut être positif. Restons sur Jalen Warren, très bon match, 134 yards, il a fait un petit peu de tout. Il y a le gros play de 65 yards pour lequel en plus il est vraiment responsable parce que c'est un play qui break down et c'est lui qui va voir l'espace derrière lui et se rendre disponible pour Aaron Rodgers. Donc en plus, très bien. Je suis allé voir aussi les stats des first down d'ailleurs. Sur les 13 dont on parlait tout à l'heure, il y en a un par pénalité, donc on l'oublie. Sur les 12 qui restent, il y en a 7 obtenus par Jalen Warren. Donc on avait besoin de lui sur, souvent c'était une troisième et 1, 2, 3, même jusqu'à 4. On pouvait compter sur Jalen Warren. Et ça, c'est énorme. On parle aussi de ses capacités en pass protection. Ça, c'est un peu moins bien vu sur ce match parce qu'on lui a moins demandé de le faire, mais c'est quelque chose dont il est capable. Et donc, ça montre qu'il est capable de prendre ce poste de premier running back qui lui a été donné un petit peu, pas par défaut, mais par, comment dire, de par le départ de Najee Harris, c'était un petit peu le poste qui lui revenait sans qu'on soit allé chercher quelqu'un pour vraiment le mettre en concurrence. Donc, il montre qu'on a eu raison de faire ça et qu'il est capable de prendre ce poste. Et donc, pour moi, c'est vraiment du très bon C'est match pour Jalen exactement Warren ça. sur ce match et sur le reste de la saison.
on se posait la question de savoir, on en parlait aussi la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je sais plus, sur le fait qu'ils aient renouvelé son contrat, et c'était la première fois depuis Willie Parker. Ouais. Et là, on peut se dire quand même que le staff des Steelers, ok, il y a quand même quelque chose qu'ils font positivement, quoi, qu'ils font de bien. Parce que là, pour le coup, c'est une bonne décision. Moi, je reste persuadé que c'est une bonne décision. Je trouve que c'est un joueur ultra complet. C'est un joueur qui est très physique, qui est très très dur à plaquer, qui est une menace à la fois et à la course et à la fois à la passe, qui est capable de protéger, de bloquer, et c'est un dur au mal. C'est exactement ce qu'on a besoin. Le problème, c'est qu'il reste 10 mecs de plus en attaque à mettre à côté de lui, Hmm. et qu'il faut que les autres soient à ce niveau-là. Et puis après, il y a la deuxième problématique, c'est que ce gars-là va jouer. Si on continue à ce rythme-là et que c'est le playmaker offensif, entre guillemets, il va pas faire 16 matchs dans la saison Ouais. tout seul, quoi. Il tiendra, même si il enchaîne les bons matchs. Un running back numéro 1, il a quand même besoin d'être protégé, il a quand même besoin d'être aidé, il a quand même besoin de pouvoir souffler, il a quand même besoin d'avoir certains plans de jeu sur certains matchs où on va moins mettre la lumière sur lui pour pas qu'il se fasse attendre dans la boîte. Parce que si ça continue comme ça, les équipes d'après vont juste se dire ok, ben lui on lui casse la gueule, et puis après les autres on leur laisse Ouais, faire du c'est ça. bullshit et puis on gagne, quoi. Donc Et encore, tu vois, voilà. s'il y avait quelques plays entre guillemets faciles pour lui, Mm. bien. C'est tout Mais dans la le dureté, hein. souvenir que j'ai de ce match, c'est que sur chaque Forceps. play, il était au moins touché avant Ouais, la line of scrimmage, tu vois. Et ouais, le au reste, forceps, hein. c'est lui qui poussait, qui avait deux mecs sur le dos. Donc ça va Ouais, ça complètement dans use ton ça, hein. sens que, bon, Ouais, ouais, c'est sûr, c'est ça use, certain. hein. C'est un gars, si. Alors moi j'espère vraiment qu'il va continuer là-dessus. Mais si on continue sur ce genre d'utilisation, ce genre de. Surtout comme tu dis, de contexte de gain. Parce que t'as des gars, Ouais, ils font des courses de. Ils ont une moyenne de 5 yards par course, et ils sont pas touchés avant les 4-5 yards, tu vois. Et au premier plaquage qu'ils prennent, ils tombent. Bon, ça va encore. Par ouais. contre, quand tu commences à faire plus de yards after catch enfin après ton premier plaquage qu'avant, c'est qu'à un moment donné, tu puises dans tes ressources pour aller chercher ces gains-là. Et combien de temps il peut tenir sur ce rythme-là, ce gars-là, ça, je sais pas. Polo, est-ce que tu as un autre nom dont on a dû parler? Mm. Dans les stats, ça devrait se ressentir, ouais. Plus. Ouais. C'est vrai que quand t'as pas parlé de ton kicker en général, c'est que tout va bien. Et je pense qu'on se rend peut-être pas compte forcément du luxe qu'on a depuis des années à avoir Boswell et à pas se poser de questions quand tu vois les autres équipes qui changent de kicker deux, trois fois dans la saison parce qu'ils trouvent pas le mec. C'est vrai, c'est une bonne chose. Je vais donner Les un Giants deuxième qu'on nom, moi, failli. que j'ai bien aimé. Ouais. J'avais un petit peu tweeté dessus. C'est Jack Sawyer, donc le rookie outside linebacker qui a déjà été très bon sur Special Teams. C'est lui qui est le plus utilisé. Je suis Mm. allé voir encore les stats. Ouais, Il c'est a lui, ouais. 25 snaps joués, donc vraiment toutes les phases de Special Teams, il est là. Et à chaque fois, tu le vois. Tu vois qu'il est là. Même si c'est pas lui qui fait le tackle, il est juste là aussi. Donc il a fait du très bon là-dessus. Et en plus de ça, après la blessure d'Alex Smith, il a été un petit peu voilà, jeté au feu. Vas-y, gamin, démerde-toi. Et il termine avec deux plaquages pour perte, un sac, en assez peu de snaps finalement en défense. Et moi, ce que j'ai bien aimé en plus, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce qu'il dit après le match. On lui pose la question sur son sac, un premier sac en carrière, etc. Et la première chose qu'il dit, c'est ouais, j'ai remercié TJ Watt parce que c'est grâce à lui. Donc, non seulement le mec est un rookie, joue son premier match en grande défense, il est capable directement de te dire je sais pourquoi j'ai eu ce sac, parce qu'il y avait une triple team sur TJ Watt juste à côté de moi, et c'était cadeau. Et personnellement, je ne suis pas dans la tête des joueurs forcément, mais je me dis qu'un rookie qui sent qu'il va faire son premier sac en carrière, en tant que pass rusher,
pour moi, il voit rien de ce qu'il y a autour, hein. C'est tunnel vision et bim sur le QB. Et non, il a eu la lucidité de dire, ouais, je sais pourquoi j'ai pris ce sac. Et ça, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Et c'est encore plus important parce qu'Alex Smith est blessé, va manquer plusieurs semaines. Et donc, la rotation prend un coup forcément sur un poste où d'habitude, on a trois mecs vraiment capables de jouer. On ne reste quatrième avec Sawyer. Et voilà, c'est quelque chose qui me fait beaucoup plaisir. Sawyer, c'est un joueur avec un énorme moteur. C'est pour ça qu'il est sur Special Team. C'est un gars qui a beaucoup de gaz, qui a beaucoup de jus, qui joue très très physique, qui a encore des lacunes sur la technicité du poste de pass rusher. On sent encore que dans la variété de ses moves, dans la technicité vraiment du pass rush, le duel homme à homme sur un jeu de passe avec un tackle, il n'est pas encore au point. C'est presque tout l'inverse de Nick Herbig. En gros, hein. Si je schématise un petit peu, Nick Herbig est très très bon dans le pass rush. Par contre, dans le jeu de course, il pêche un peu parce que physiquement, il est moins costaud. Donc en fait, on a un clone d'un côté, un clone un peu moins fort, hein, de TJ Watt avec Nick Herbig, et on a un clone avec Jack Sawyer plus d'Alex Highsmith, même si Highsmith a très bien progressé sur son pass rush. Donc on attendait Sawyer sur un rôle de remplaçant de Highsmith, et de toute façon, il va falloir qu'il prenne ce poste parce que j'adore Alex Highsmith, mais il est beaucoup trop blessé, beaucoup trop souvent. Il n'y a pas une seule saison pour l'instant où je l'ai vu, il n'avait pas un problème aux adducteurs. Là, il s'est encore blessé à la cheville, il est out pour au moins 4 semaines. Peut-être pas, j'ai vu qu'ils allaient peut-être pas le mettre sur hier, mais bon, en tout cas, si c'est pas 4 semaines, ça sera 3. Et ce gars-là, bah, à un moment donné, peut-être que c'est le moment pour lui de prendre la place. Nick Herbig, je pense probablement qu'il aura la place de titulaire parce que il est plus ancien dans le roster et voilà, donc peut-être que c'est lui qui startera, mais dans l'utilisation, c'est pas le même profil que Highsmith. Donc il faut s'attendre à ce que dans les situations de course notamment, et c'est là que ça pêche, on en a parlé, ils mettent Jack Sawyer sur le poste de edge, d'outside linebacker, et ça va être à lui de nous montrer ce qu'il est capable de faire. Mais moi, je l'aime bien ce gamin-là, je le trouve, je trouve qu'il a fait un bon match, je suis assez d'accord avec toi. Dans ma Et liste, Nick, j'avais aussi Nick Herbig pour c'est ce que j'allais l'interception. dire. Ouais. Nick Herbig Après, il a m'a fait un bon match signalé. aussi. Mm. Ouais, le seul truc que je lui reproche à Nick Herbig là-dessus, c'est que donc passe déviée par Cam Ward dans les airs, intercepté par Herbig. J'avais tweeté avant le match, passe déviée par Cam Ward et interception de Patrick Quinn. Nick Herbig aurait dû laisser l'interception à Patrick Quinn pour que j'ai raison. Voilà, Ouais, mais le c'est problème, le, c'est que le tu as déjà reproche eu que j'ai à lui raison faire. sur le TD de ce Skowronek sur la première journée en TD. À un moment donné, et il va falloir que tu nous dises d'où tu tiens tes infos. Tu vois, Non, on peut pas rester sur ce genre non, de, non, on peut pas rester sur ce genre de on révèle pas prédiction. les sources. Ouais, On révèle pas les sources, c'est impossible. On n'a ouais. pas le droit. Le mec est projeté dans le turfu, quoi. Non, mais T'as un Herbig a autre fait un nom, bon Thomas, d'ailleurs, match. toi, du Hmm. côté des hommes de fer, est-ce que tu as vu un autre nom qui t'a fait plaisir? Alors, ça va être un peu paradoxal, parce que là, en fait, depuis tout à l'heure, on parle de nos défenseurs, finalement. On parle de nos défenseurs, et notre C'est vrai. défense n'a pas fait un bon match, et on est en train de dire que nos gars, à part Jalen Warren, les autres qu'on a cités, c'est plus des joueurs de défense. Et je vais quand même encore aller du côté de la défense. Et j'ai trouvé que Cam Hayward avait fait un bon match. En tout cas, c'est dur à voir parce que c'est la ligne défensive et que tu te fais rouler dessus à la course et tu te dis bon bah si tu te fais rouler à la course, ta D-line c'était pas ouf quoi. Mais Cam Hayward a fait un bon match, j'ai trouvé, en tout cas bien meilleur que sa première semaine contre les Jets. Et c'est important, pas tellement par rapport à son rendement, parce que par rapport à son rendement, ça reste un mec de ligne défensive. Et, euh, et donc c'est pas ça peut être un game changer, mais c'est pas ce que tu vas voir en priorité. Mais par contre, c'est important Ouais. parce que je trouve que c'est l'âme de cette défense, Cam Hayward. Et quand tu commences à avoir ton leader d'équipe, ton papa, ton gars sur lesquels les autres vont prendre exemple, qui hausse son niveau de jeu, ou en tout cas qui se met au niveau auquel on l'attend, quand t'es coach, t'as une référence, t'as un point d'ancrage sur lequel tu peux travailler. Tu peux dire, ok, bah, là, oui, bon, allez, c'est pas un mec de 30, je sais pas quel âge il a exactement, je vais pas lui faire injure, mais c'est pas un mec de 30, je sais pas, il a quel âge, Airward, vous savez? 36? Ça va être Je suis pas 30, sûr. 36, ouais, je crois que c'est Ouais, il me 36. semble, je suis 88, pas je sûr crois, de il a. moi, mais bon, Polo va nous dire ça. 89. Ouais. Mais en gros, quand tu commences à avoir un mec qui a 36 ans, qui met la nique à des mecs qui en ont 10 de moins que lui, et quand je dis 10, je suis gentil Ouais. pour certains, en fait, quand t'es coach, t'as un levier de motivation qui est facile. Et ça, je trouve qu'on l'avait pas au premier match, où finalement il avait pas été bon. Là, je l'ai trouvé que sur ce match-là, il s'est pas fait dominer pour le coup, lui. C'est quasiment le seul. Et c'est plutôt, on cherchait un peu de positif. Bah, peut-être qu'il faut aller se tourner vers ce genre de C'est choses vrai. dans la défense. C'est vrai. Et je sais que je suis coupable de ça pour Cam Ward, mais c'est tellement évident et attendu pour moi qu'il surnage
que tu vois, j'ai même pas pensé à le mettre dans ce match, alors que oui, c'est clair qu'il a fait un bon match. Tu parlais de PFF tout à l'heure, c'est lui qui a la meilleure note en défense et de loin. Et de loin, il y a un Voilà. gros écart avant les autres. D'ailleurs, dans le top 4, tu as Cam Ward, ensuite tu as Herbig et Sawyer, dont on a parlé, Ouais. et TJ Watt, qui malgré son manque de production sur la feuille de stats, comme on en parlait avec Sawyer, a réussi à tirer des doubles ou triple teams qui Mais font de c'est la ça, place en aux fait, autres. TJ Watt, le problème, c'est que dans l'état actuel des choses, tant qu'on n'arrivera pas à créer de la menace ailleurs, on faut pas s'attendre à ce que sa ligne de stats elle explose. Parce que les équipes en face peuvent pas Ouais, laisser un mec à 20 sacs la saison, ne peuvent pas laisser un tackle en 1 contre 1 contre ce gars-là. Donc en fait, il va prendre des double teams, il va prendre des triple teams. Voilà, ça va pas jouer de son côté. On l'a vu la semaine dernière avec les Jets, ils avaient choisi volontairement de plus courir de son côté parce que le mec faisait ouais. trop le boulot. Donc ça veut dire que de l'autre côté, et c'est pour ça que c'est important aussi que Hayward soit au niveau, parce qu'il est de l'autre côté, lui, il est en right defensive end. Donc en fait, c'est important que de l'autre côté, on ait un autre gars au moins qui tienne la route et qu'on arrête d'avoir des cônes de Lubeck comme Benton et compagnie qui se font rouler dessus parce que bah TJ Watt il pourra pas tout faire. Et d'ailleurs, tu parles de Kenny Benton, c'est vrai qu'il n'a pas fait un très bon match. Ce que j'aime bien faire en ce moment, c'est que quand je regarde les matchs, surtout en défense, j'essaie de me focaliser sur un joueur en particulier pour essayer de comprendre. Et j'avais choisi Yaya Black sur ce match-là. Alors, il n'a pas été incroyable au point de dire c'est un des hommes du match, un des hommes de fer, etc. Mais j'ai bien aimé ce qu'il a fait. Il faut rappeler que c'est un rookie. Il a pris ce poste. Donc, la défense en 3-4 des Steelers, on va dire pour les auditeurs, je pense que vous deux, vous le savez. Mais donc, on a ces trois defensive linemen avec le nose tackle qui est d'habitude Keanu Benton. Cam Ward qui est souvent décrit comme un defensive tackle. Et de l'autre côté, on est plutôt sur un defensive end. Donc en gros, Cam Ward va jouer un peu plus vers l'intérieur de la ligne offensive que le defensive end de l'autre côté, qui en général avait tendance, à mon sens, à être le joueur entre guillemets le moins puissant et peut-être le plus flexible de l'autre côté pour être Ouais. un pass rusher. Et c'est dans ce poste-là qu'ils ont mis Yaya Black, ce que je trouve assez étonnant parce qu'en termes de juste la taille du mec, tu vois, j'allais voir, il fait 1,98 m pour 152 kilos. Voilà, il a quand même un physique de vrai nose tackle. Ouais. Il est capable de le faire. Le coaching staff, je vais y revenir, on en a parlé. Ken Benton, à titre de comparaison, c'est un petit gringalet. Ken Benton a 1,93 m pour 140 kilos, tu vois. Mais voilà. Et pour moi, il a fait un match encourageant, Yaya Black. Je ne vais pas dire qu'il est exceptionnel, mais voilà, ça me donne confiance dans le fait que quand Derrick Harmon va revenir, on aura au moins un quatrième homme sur la ligne défensive qui est capable de rendre service et à plusieurs postes, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Et juste, je reviens sur ce truc-là du fait qu'on l'ait mis en defensive end plutôt qu'autre part. J'ai vu passer cette semaine une déclaration, je crois, de Terry Lostin, le coordinateur défensif, qui en gros disait oh, on n'a pas trop choisi encore à quel poste on va le faire jouer. Et je trouve ça hallucinant. Tu vas chercher un mec, je crois, c'est quatrième tour, je crois, Yaya Black, Ouais. et Mm. tu sais pas où tu vas le faire jouer. Tu recrutes des mecs sans savoir où ils fit dans ton système. Mais on est où? C'est n'importe quoi. Bref, voilà, le petit coup de gueule dans la partie positive du podcast en théorie. Mm. Je... Bon, on en discutera tout à l'heure. Je vais pas vous spoiler ma petite question du 2 minute warning, mais il y a des choses dans cette défense qui sont étonnantes, à défaut d'être incompréhensibles, qui sont étonnantes. Et tu l'as dit. Alors, Yaya Black, quand tu vois que Benton passe, ça fait 2 matchs qu'il se fait rouler dessus. À quel moment, jusqu'à quand on va attendre peut-être de faire un switch. Et même un switch simple de position. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, dans les règles actuelles des choses, Yaya Black serait plus à l'aise, à mon sens, dans un poste de nose tackle. Enfin, plus à l'aise. En tout cas, son profil fitterait mieux d'extérieur. Encore une fois, on n'est pas à l'intérieur, on n'est pas dans la tête Ouais. du coach de position, des linemen défensifs. Il y a des choses qu'on ignore, mais dans ce qu'on voit nous, Yaya Black en nose tackle me paraît un profil plus pertinent que Keanu Binton. Et à l'inverse, Binton sur un poste peut-être de defensive end, left defensive end, peut-être serait plus efficace face à des joueurs peut-être moins de combo bloc. On voit qu'il a souvent il se fait rouler dessus, il se fait prendre en combo et il n'arrive pas à tenir le combo et du coup il se fait bouger. Peut-être que sur un poste un peu plus extérieur dans la ligne, il aura moins de combo bloc et peut-être qu'il aura plus de capacité à tirer profit d'ailleurs d'une de ses grosses forces qui est essentiellement son jeu de main. C'est quelqu'un qui a des très bons, des très bonnes techniques de main. Et là où à l'intérieur, il faut surtout une grosse puissance et de la technique pour contrer des combos blocs. J'ai l'impression qu'il a pas cette puissance et Ouais. voilà. Et puis derrière, parce qu'on va en parler aussi, en inside linebacker, bah il y a des choix qui sont étonnants. Moi je trouve qu'il y a des choix qui sont étonnants. Transition parfaite, Thomas. Transition Voilà. parfaite.
qui doit mieux faire? Passons au deuxième côté de cette question. Et je propose qu'on essaye de passer assez rapidement dessus. Si je regarde le chrono, et j'ai bien envie qu'on puisse faire comment dire, les chroniques suivantes. Tu parles des inside linebackers, Thomas? Je te Ouais, laisse. bah voilà, je pense que tout le monde a vu passer cette vidéo virale où t'as le fullback rookie hein, des Seahawks Non. qui rentre dans le gap, qui explose Peyton Wilson et qui dans la foulée fait tomber Patrick Quinn. Ça c'est un jeu, mais moi je suis coach de linebacker, c'est un jeu à Major Pain ça, hein. Enfin, Major Pain punition, hein. C'est un jeu à punition. Peyton Wilson, alors j'adore, encore une fois j'adore le gamin. Vraiment c'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais sur cette action-là, il y a rien qui va. Alors déjà le gap ouvert par la ligne des Seahawks, ça c'est pas de leur faute aux inside. Hein. Le gap ouvert par la ligne défensive, la ligne offensive des Seahawks sur notre ligne défensive, il est aberrant. Je veux dire, il y a de quoi faire passer un smear mark. Le smear mark, il arrive pour le coup parce que le fullback il rentre dans le gap. Ouais. Mais là, t'es inside, t'es le premier. Tu sais que t'es deux en plus. Hein, t'as deux inside, donc tu sais que le premier, tu dois prendre le fullback. C'est obligatoire. Sinon, le mec passe, il bloque quelqu'un derrière et le run il suit derrière et t'es pris. Bon, donc le premier, il doit aller taper le fullback, il doit le neutraliser. Mais tu dois le taper avec un angle qui permette à ton copain, ton deuxième inside, de venir faire le plaquage. Donc là, sur l'action, il doit absolument venir taper l'épaule extérieure du fullback pour que, au pire, même s'il se fait exploser, Patrick Quinn, son champ, il est dégagé et il fait un open tackle. Enfin, il est libre de faire le plaquage. Là, il vient le taper sur l'épaule intérieure. Du coup, non seulement il se fait retourner, mais en plus, lui, il se fait retourner dans les pattes de Patrick Quinn. Ça, c'est inadmissible comme jeu. C'est inadmissible. Donc, Peyton Wilson, pour l'instant, il est en difficulté sur le début de la saison. C'est pas le premier match contre les Jets, il a aussi été en difficulté. Il s'est présenté lui-même comme étant un des meilleurs inside en couverture. Ok, Oui. alors pourquoi on le met pas en couverture? Pourquoi on le propulse dans un rôle de titulaire alors que derrière on a un Cole Holcomb et on va voir les stats parce que je sais que tu les as préparés sur le nombre de snaps qu'il a pris. Il a joué, mais moi je comprends pas pourquoi un mec comme Cole Holcomb, en tout cas, ne servirait pas sur les first down et garder un Peyton Wilson peut-être sur les jeux de couverture, sachant qu'en plus, il faut savoir que Peyton Wilson joue une majorité de jeux en special team. Donc quand tu te bourres un kick-off, ok, avec 35 yards ou 40 yards de course et que tu arrives peut-être en faisant le plaquage ou Ouais. pas, mais t'as fait un sprint à haute intensité et que dans la foulée, on t'envoie sur un drive où on va prendre 16 ou 17 jeux dans la gueule sur le drive, bah t'es plus lucide. Et ça amène à des jeux comme ça. Donc là, il y a une vraie question aussi peut-être sur le choix, sur le choix des gars et sur les rotations. C'est une tendance dont on parle depuis quelques années, cette idée qu'on a de propulser des mecs titulaires trop rapidement, pas parce que je suis old school et je veux faire le truc des Steelers où tu fais pas jouer la première année pour qu'ils apprennent, blabla, mais Peyton Wilson, dont j'avais parlé l'année dernière en podcast, donc voilà, j'ai beaucoup de choses à dire positives sur Peyton Wilson. La réalité, c'est que dans le jeu de course, il a Il encore n'est des pas prêt pour difficultés. l'instant. Est-ce que ça changera un jour ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, là, maintenant, c'est pas forcément le cas. Et la saison dernière, on a fait ça par finalement, en fin de saison, redonner un peu plus de snaps à Elandon Roberts, qui avait assez vite perdu sa place de titulaire au profit de Wilson. Et Elandon Roberts contre la course, c'était solide. Je me rappelle du match à Baltimore en playoff, où tu le vois, Elandon Roberts sur un terrain, tu as l'impression que c'est un enfant. Il était petit, tu vois, il est plus petit que les autres, mais en jeu de course, tu le voyais, il était là. On l'a pas vraiment remplacé. Tu parlais de Cololcom, Thomas, effectivement, ça devrait en tout cas être lui. Tu parlais du nombre de snaps, il a joué une douzaine de snaps, Cololcom, contre entre 55 et 60 pour Peyton Wilson et Patrick Quinn. Et c'est marrant, j'ai vu, 10 minutes avant qu'on commence le podcast, Ben Roethlisberger, j'imagine, sur son podcast à lui, a dit que Cololcom était le meilleur inside linebacker sur le roster. C'est quand même assez intéressant. On va voir comment ça se passe au prochain match. J'ai vu que les Steelers, alors j'ai plus le nom de ce monsieur et je veux pas faire une gaffe comme la semaine dernière, mais j'ai vu que les Steelers avaient signé hier, je crois, hier soir, ou quand on tourne l'épisode là, ils Ouais, avaient c'était signé hier. un linebacker spécialiste contre la course qui vient de la practice squad des Patriots, il me semble. Ça tombe bien parce qu'on les joue la semaine prochaine, double intérêt, enfin cette Hmm. semaine, pardon. Et en fait, tu vois, enfin, moi je trouve que on le voit peut-être pas forcément, mais la perte d'un mec comme Elandon Roberts a été énorme sur une faiblesse. En fait, tu perds le gars, le spécialiste du poste qui couvrait ta faiblesse. Et déjà, c'est quelque chose Ouais. d'assez incompréhensible en termes de move. Mais tu te dis, ok, les mecs signent Malik Harrison.
Malik Harrison, spécialiste aussi en poste d'inside linebacker contre la course. Donc tu te dis, ok, peut-être c'est une gestion de salaire, peut-être c'est une gestion de salaire, peut-être que Malik Harrison est meilleur que London Roberts. Tu sais pas, voilà, peut-être tu te dis c'est ça. Sauf que pas de bol, au bout d'une journée, le mec part sur hier parce qu'il a le genou en vrac, et tu te retrouves sans spécialiste du poste, en envoyant un mec comme Wilson dont c'est pas la spécialité, au feu, dans un poste de titulaire. Bah, j'ai envie de dire à quel moment on remet Cole Holcomb sur les premières tentatives. Voilà. Ouais, Et on est si là on d'accord. a signé, ce gars-là qui est un spécialiste du poste sur un linebacker de course entre guillemets, de run stopping, bah je pense qu'il n'y a pas de fumée Ouais. sans feu. Hein. C'est Jawan Bentley dont tu parles, C'est Thomas, ça, qui a c'est signé, ça. effectivement, en provenance des Patriots. Mm. Euh, Polo, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu as mis de ton côté doit mieux faire sur ce match? Euh, non, moi j'avais mis. Je pense que encore une fois la décision de Tomlin à 14-14, pour moi il doit mieux faire là-dessus. Encore une fois, c'est plus facile de le dire après et de mon fauteuil, mais mais même sur le globalement, moi je le dis avant le match, pour moi les Seahawks c'est une équipe que tu dois battre. Donc si tu les bats pas, c'est sur Tomlin. Si tu gagnes, je dis bravo Tomlin. Si tu perds, pour moi Tomlin est responsable. C'est le responsable de tout. Euh, est-ce que Aaron Rodgers qui envoie son interception au moment où il le fait, je pense que on attend d'Aaron Rodgers qui mette pas l'équipe en difficulté, quoi, qui soit mieux là-dessus. Après, euh, il parlait c'est Calvin Austin, il disait que c'était de sa faute peut-être, mais Ouais, mais c'est je crois que ça. c'est à 14-14 également. Ouais, ouais. Euh, Donc, une fois, tu t'attends de Aaron Rodgers qui prenne la bonne décision. Après, je sais pas la faute de Calvin Austin ou de sa faute, ou je ne sais pas, mais J'ai envie de dire, peu importe, hein. Franchement, ouais, t'es un QB de quoi, 41, 42 ans, il a Rodgers. Mm. T'as un receveur qui, quoi, dans sa troisième année, Calvin Austin, et encore la première, il a pas joué. Que ce soit de sa faute, c'est possible. Et tu regardes le play, oui, je veux bien. La passe, c'est Ouais, je clairement pense que c'est pour promis Freiermuth. quand même, mais oui. Mais au-delà de ça, si t'es le QB, tu vas lui dire à lui-même, t'en discutes gentiment, avec bienveillance, mais tu vas pas en conférence de presse d'après-match, où t'as pas eu le temps de parler à qui que ce soit dans les vestiaires, dire ah ouais, c'est de sa faute. Mais on est où? Voilà, après, c'est pas surprenant parce qu'il a fait la même avec Mike Williams l'année dernière aux Jets, et c'est pour ça que Mike Williams est arrivé chez nous pour faire ses deux réceptions en 4 matchs. Euh, mais voilà, j'avais dit que j'avais ce problème-là avec son leadership avant que la saison commence. C'est encore le cas. Et puis quand tu vois les stats d'Aaron Rodgers, même la façon de jouer, parce que les stats ne disent toujours pas tout, il a 18 sur 33 pour 203 yards. Et si tu enlèves le play de Caleb Johnson sur Special Teams qui nous coûte 7 points, sinon les Seahawks ont marqué 24 points. On aimerait qu'ils en mettent moins de 20, mais c'est pas insurmontable, tu vois. De mettre 24 points aux Seahawks pour passer devant, ça devrait pas être insurmontable. Et rester collé à 17 points, pour moi, c'est pas assez bon, surtout quand tu es vraiment censé être le leader de l'équipe. Je vais Moi, je parler trouve la rapidement. seule action de, Vas-y, vas-y, Polo. non, je disais la seule action de classe qu'on ait vue de lui, je trouve, c'est la passe sur Freiermuth et belle. Enfin, vous voyez de quoi je parle, hein, de ouais. 20 yards sur la Ouais. droite là. C'est la passe, c'est ce type de passe qu'on attend de lui. Mais derrière, il y a pas eu grand chose. Je sais pas sur le touchdown, est-ce que techniquement c'est un play qui est compliqué sur le touchdown de Metcalf où il suffit juste de la mettre à 2 mètres et quelques et Metcalf la prend. Euh, Hmm. Bah, pour moi, encore une fois, on l'avait dit à la fin du premier match contre les Jets, il a marqué 4 TD contre les Jets, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Parce que c'est pas des passes compliquées qu'il a à faire, il shoot des mecs wide open, la construction du jeu. Voilà, là il met le TD sur Metcalf, alors mais le mec est pas ouvert, il suffit juste de la lancer, il gagne son duel physique. Alors on va dire à chaque fois il suffit de lancer la balle, c'est sûr. Il la lance, elle est bien lancée, elle est bien attrapée. Pareil, il la lance celle sur Washington, elle est parfaite, elle est très bien lancée, pas de problème. Et tu as raison, celle sur Freiermuth, pour le coup, celle-ci, je la trouve vraiment vraiment belle. Mais est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas insuffisant? Tu vois, est-ce que finalement on n'attend pas d'un mec comme ça qu'il fasse mieux que ça? Donc encore une fois, il y a un problème sur ce jeu de passe.
Est-ce que c'est lui qui prend pas assez de risques? On sait que c'est plutôt un joueur qui crée pas beaucoup de turnover, enfin qui cause pas beaucoup de turnover, Rodgers. Donc peut-être qu'il a une entre guillemets une prise de risque qui n'est pas assez élevée entre guillemets pour tenter des lancers un peu tight, un peu serrés, dans des fenêtres de tir un peu serrées. C'est possible. Mais encore une fois, on a un problème de séparation chez les receveurs et on a un problème de peut-être de construction de jeu également pour mettre de plan de jeu pour mettre en difficulté les défenses adverses. Donc il est évident que sur ce match-là, Rodgers doit mieux faire, ça c'est certain. Après la vraie question, c'est est-ce qu'il en est capable ou est-ce que dans son jeu, c'est pas en allant chercher un gars comme ça, tu sais que tu vas chercher pas de turnover et tu vas chercher à lui donner des cibles qui s'ouvrent entre guillemets. Si à côté de ça on s'ouvre pas, bah est-ce que c'est vraiment de sa faute? Pas que, je pense. Pas que. En lien Et avec ça, moi après, j'avais effectivement moi noté dans mes notes, tout le groupe de receveurs doit mieux faire. Il y a une stat que je trouve incroyable, je pense pas avoir vu ça depuis la douzaine d'années que je suis la NFL. Euh, DK Metcalf avait 3 réceptions pour 20 yards, et il finit d'ailleurs avec ça, et aucun autre receveur avait la moindre réception, jusqu'à 2 minutes 24 restantes au quatrième quart. ouais, ou Austin attrape une balle, je crois. T'as Austin et Roman Wilson qui en prennent sur On le en attrape dernier une drive, chacun, ouais. mais là, on est sur du garbage Bah, c'est time facile, sur les pratiquement. receveurs, on a combien de catchs au total? C'est à les stats. Je crois qu'on est à 5 parce que t'as Austin et Roman Wilson qui en prennent une sur le dernier drive, et Scotty sinon Miller, on t'as l'a pas Metcalf vu. qui finit à Skowronek, on 3. l'a pas Scotty vu. Miller 0. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, Austin, Enfin, 5, je sais pas comment tu peux gagner un match avec 3 passes pour ton corps et, entier de et, receveurs. et, ce qui est encore, et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que là, on est en train de débattre de tout ça en sachant que les Seahawks, c'est quand même pas l'ogre de la NFL. Enfin, j'ai pas Ouais. envie de manquer de respect aux Seahawks, hein, mais c'est pas une équipe que t'attends, c'est pas un Super Bowl contender, c'est même pas une équipe que t'attends sur les meilleurs de ta enfin de la conférence de leur conférence. Donc en fait, et en plus avec un backfield défensif dépeuplé, puisque Witherspoon qui était leur meilleur corner était pas là, et puis ils avaient aussi un autre mec qui était pas Mhm. là, je crois, dans le C'est vrai. backfield dans les DB de Seattle. Donc en fait, tu t'aperçois que nos receveurs qui sont tous là, notre QB, notre attaque titulaire, parce qu'on a 0 blessé en attaque, donc ça c'est plutôt cool pour le coup. Tous nos blessés sont basculés, ont basculé en défense, ça c'est moins bien. Mais en tout cas, tous nos blessés, on n'a aucun blessé en attaque, majeur en tout cas, sont là. Et contre un backfield des Seahawks sans leur meilleur corner, ou je sais pas si c'est leur meilleur ou si c'est leur corner numéro 2, mais enfin peu importe, bah en fait, on arrive à enregistrer 5 réceptions pour nos receveurs. Donc il y a un souci à ce niveau-là. Il y a un souci. Certain. On enchaîne. Juste dernière note, effectivement, j'ai mis Caleb Johnson aussi dans la partie des joueurs qui doivent mieux faire. C'est évident, on va pas y revenir. Le pauvre, il a joué 4 snaps en attaque sur 2 matchs, il est à 0 yard, et il y a cette erreur flagrante sur le retour de kick. Donc voilà, c'est compliqué pour un rookie. Je pense que j'ai pas trop envie d'en parler aujourd'hui. Ce qui va être intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui se passe sur les 2, 3, 4, 5 matchs suivants. Tomlin a déjà dit qu'il allait pu être sur le retour de kick-off, en tout cas pour le prochain match. Est-ce qu'il va aussi perdre les quelques snaps qu'il a en attaque? Je ne sais pas. Encore une fois, Big Ben a dit dans son podcast qu'il ne serait pas surpris qu'on ne voit plus Caleb Johnson sur le reste de la saison. À voir. Avant qu'on bascule, Polo, tu avais un autre Je nom pense dans que, les doigts mieux faire? tiens, juste Ou pour Thomas rebondir d'ailleurs? vite fait sur Caleb Johnson, c'est mon avis à moi, hein. Et en termes de gestion humaine, je pense que ça serait. Ok, le mec a fait une erreur. Ok, il nous coûte probablement. En tout cas, il a une grosse responsabilité dans la perte de ce match. Mais je pense que ce serait une solution de facilité de lui charger la mule sur lui. Et je pense que ce serait pas lui rendre service que de le mettre au placard pour le restant du match. Qu'il le Ouais. sorte du retour de kick-off, je trouve ça normal. Déjà parce que pour moi, c'était pas un candidat évident à ce poste-là. Quand t'as un gars comme Calvin Austin, par exemple, qui est là, quand t'as même un mec comme Roman Wilson, je veux dire, ou même Scotty Miller, un gars comme ça, c'est des gars que tu peux mettre sur des retours de kick-off. Kenneth Ouais. Gainwell, c'est pareil, c'est parfait. Bon, lui, il y est déjà, mais je veux dire, un duo de retourneurs Gainwell-Miller, ou Austin, ça me paraît plus pertinent que Caleb Johnson. Et Ouais. à l'inverse, un T'as Caleb vu? Johnson, bah utilise-le sur les jeux de course pour faire souffler Jalen Warren. Ouais, Tu c'est ça. vois, on sait qu'on va devoir un peu préserver Jalen Warren, surtout s'il continue à se faire frapper avant la ligne des scrimmages. Donc utilise peut-être un Caleb Johnson qui est plus physique, ça va peut-être correspondre un petit peu mieux à son jeu, de l'envoyer sur les jeux de course. Bon, je pense que ça serait une erreur de lui mettre toute la responsabilité de ce match sur lui, et en plus de ça, de le sanctionner en ne le faisant plus jouer de la saison. Là, je pense que ce serait vraiment une erreur pour moi. Est-ce que il y tu as a, vu
qui ils ont mis pour remplacer Johnson sur les retours de kick une fois qu'ils l'ont sorti après cette erreur. Ouais, j'ai même pas fait gaffe. C'est hallucinant. Jalen Warren. Ton RB1, tu le remets en retour de kick-off. Sur Caleb Johnson, il me semble il faisait pas ça en université à Iowa. Il l'a fait quelques saisons avant sa dernière, à ce que j'ai lu. Deux ou trois ok. saisons avant, il l'avait fait. Ok, parce que j'allais demander si c'est une position où il faut des spécialistes, quoi, où il faut, enfin, au moins quelqu'un, ou est-ce que c'est aussi le coaching staff qui l'envoie au charbon sur une position ou sur un job où il est pas suffisamment expérimenté, je sais pas. Après, rappelle-toi, l'année dernière, on est allé chercher un spécialiste de retour de kick-off et on l'a pas fait jouer. On l'a pas fait jouer sur les retours de kick-off. Cordarrelle Je croyais que Patterson. t'allais. Donc, Oui, Cordarrelle, bien sûr. Je me suis fait la réflexion, est-ce qu'il y en a qui vont demander à ce que Cordarrelle Patterson revienne? Je sais pas. on sait pas parce qu'il a même pas joué sur les retours de kick l'année dernière. Alors que je me rappelle quand il a signé, tout le monde disait ah oui, spécialiste de retour de kick avec les nouvelles règles, il y aura de plus en plus de retours. On l'a pas utilisé. C'est incroyable. Juste sur le kick, juste et j'ai pas la stat, mais j'ai écouté ça. Apparemment, les Steelers sont vraiment la position moyenne où ils démarrent leur drive est vraiment c'est en Inférieur. dessous de la moyenne, inférieur à la moyenne. C'est même pas inférieur à la moyenne, c'est que je regardais, la plupart des gens, la plupart des équipes sont au-dessus des 30 yards, des positions de field position quand ils démarrent. Et nous, on arrive péniblement à atteindre les 20. Tu te dis, il y a un problème. Il y a un problème sur le, mais là, on est vraiment sur un problème qui est pas un problème de joueur, c'est un problème de stratégie, là, pour le coup. C'est pas normal que n'importe quelle équipe remonte à 30 yards en moyenne et que nous, on soit au forceps à 20 yards. Il y a un souci dans le schéma de bloc, il y a un souci dans l'appréhension des nouvelles règles, je sais pas, mais il y a un problème par rapport à ça. C'est sûr. Thomas, est-ce que tu veux enfiler ton costume de juge pour le 2-minute warning? Let's go, le 2-minute warning, il est là. Alors, comme d'habitude, je sais pas si on le voit en champ élargi, si je peux le laisser où je suis, ou si je vais devoir le tenir à la main toujours. Ça va aller. En champ élargi, ça marche? Si je le laisse là, tu le vois? Non, faut que je le tienne. Ok, ça marche. Alors, cette semaine, dans le 2-minute warning, on en a déjà parlé un petit peu. J'ai pas trop voulu commencer à dégrossir un petit peu le buisson. La question du 2-minute warning cette semaine, c'est: doit-on d'ores et déjà considérer la défense des Steelers comme étant surcotée? L'un d'entre vous va répondre oui. Si j'ai bien compris, c'est Polo. Et Romain va défendre le non. Ah, c'est l'inverse? L'inverse. Donc, Romain pour le oui. Comme d'habitude, on part sur l'accusation. Je suis encore l'accusation. T'es encore l'accusation. 1 minute 45, on est un peu moins de 2 minutes. 1 minute 45, mon sablier, je crois. 1:45 pour nous expliquer pourquoi la défense des Steelers doit d'ores et déjà être considérée comme surcotée. Attends, je me mets dans la peau de l'avocat, là. C'est parti? Bon, monsieur le juge et monsieur de la défense, si on dit que la défense est surcotée, ça veut dire quoi? Il faut définir ces termes-là d'abord. Surcoté par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport aux attentes d'avant-saison, bien entendu. Et donc, quelles étaient ces attentes? Je vais aller regarder un petit peu les sites qui faisaient leur classement, y compris les sites de fantasy. La défense des Steelers était toujours, ou presque toujours, dans le top 5. Parfois même dans le top 3. Donc voilà, la jauge est là, 3 ou 4 ou 5. En plus de ça, une équipe de stars, tout le monde en parlait, il y aura de la flexibilité, blabla. Les attentes étaient très élevées. Voilà, la jauge, elle est là. Alors comparons à la jauge. Les Steelers sont 29e en yards concédés par match, 25e contre la passe, 28e contre la course. En termes de points, on est à 31,5 points concédés par match. Voilà, donc on est 29e à ce niveau-là. Donc effectivement, on nous promettait une défense élite qui allait avoir de l'impact, qui allait être physique, qui allait créer des turnovers. Et finalement, non seulement les Steelers sont surcotés, la défense en tout cas, si on s'attendait à un top 3, mais même si on s'attendait à un top 5, à un top 10, à un top 20, on en est encore très loin. Donc, monsieur le juge, je pense que les faits sont là et la conclusion doit être que la défense des Steelers est surcotée.
Ok. Il vous reste J'ai encore laissé un un petit peu de peu de temps. temps à l'accusation? Si vous voulez Non, rajouter non, un ou c'est bon, deux je pense arguments. que mon cas est clair. Mon cas est très clair. La semaine dernière, j'ai dépassé le temps limite. Donc, je suis content d'avoir un petit peu de... Le temps Voilà, qui reste, c'est pour le peuple. Très bien. Eh ben tiens, ça tombe bien. exactement. On arrive ici. La patate chaude passe à Polo. Polo, tu vas nous expliquer pourquoi cette défense ne doit pas d'ores et déjà être considérée comme surcotée. C'est parti. Romain, je te remercie d'avoir défini le terme surcoté parce que j'ai toujours un problème avec ce terme. Moi, je vais me concentrer sur le d'ores et déjà. Il y a que 2 matchs. On a joué 2 matchs, il reste 15 matchs à jouer. Euh, la défense peut se refaire. Il y a eu beaucoup de changements et ça prend du temps. On en discutait toute la secondaire. Les 5 defensive backs qui ont joué dimanche n'étaient pas aux Steelers l'année dernière. On peut même ajouter un 6e et qui n'a pas joué, c'est Jalil Peppers. C'est mieux si on peut regarder le verre à moitié plein. On l'a dit, 39 yards à la course en première mi-temps. Ça c'est plutôt bien. 2 interceptions et il y a 14-14 à la fin du 3e quart-temps. On l'a dit, Caleb Johnson, le touchdown de Caleb Johnson, c'est pas sur la défense, c'est sur le special team. Et sur le surcoté, moi je pense que le pédigré de la défense justifie sa cote. Maintenant, il faut que ça se traduise sur le terrain. On a dit 29 Pro Bowl entre Ramsey, Watt, Hayward, Slay et Quinn. Il y a 6 choix de premier tour dans cette défense. 5 actifs ce week-end. Watt, Hayward, Fautanu, Ramsey, Quinn, plus Harmon qui est inactif. Donc il faut maintenant que la somme de ces individualités soit plus grande que le tout. La somme du tout soit plus grande que Inverse. ces individualités. Pardon. Très bien. C'est bon. Polo, Le très très timing, propre en Polo. tout cas sur la gestion du chrono, Oh là Polo. là. Très très propre. Le dernier Ouais, mot au dernier grain de sable. On appelle ça tomber à Meilleur pic. que Mike Tomlin. Meilleur que Maltoni, meilleur que Oui Oui aussi la semaine dernière quand même, qui avait C'est vrai. dépassé un petit peu largement le chronomètre la semaine dernière. Alors je vais vous donner mon avis, les questions que je pose sont toujours un petit peu orientées, j'ai toujours mon point de vue avant le débat, et après généralement les arguments des gens font bouger un petit peu mon curseur. Quand j'ai lancé la question, pour moi la réponse est-ce qu'on doit la considérer comme surcotée, pour moi la réponse était oui. Parce que, et c'est là que j'ai un peu de mal avec ce que Polo avance comme argument là, Polo nous explique que, en gros, on a beaucoup de Pro Bowl, on a beaucoup d'expérience dans cette défense, mais du coup c'est pour ça que la cote est élevée sur cette défense. C'est pour ça qu'on en attend beaucoup de cette défense. Et que donc du coup si les mecs sont pas à ce niveau-là, c'est peut-être que la cote est trop haute et peut-être qu'ils sont surcotés. Donc ça, pour moi, c'est plutôt un argument en faveur du fait qu'elle soit surcotée, cette défense. Parce que justement, on a beaucoup de pédigré, on a beaucoup d'expérience, on a investi pas mal sur cette défense, que ce soit dans les choix de draft, dans les contrats, dans les trucs de machin. Donc pour moi, tout ça, ça va plutôt dans le sens de l'argumentaire de Romain qui dit que cette défense était classée top 3 dans toutes les prévisions, puis finalement, on est dans les fraises, on est aux fraises. Bon. Donc là-dessus, moi, je suis plutôt partisan du oui. Par contre, ce que j'ai aimé quand même, moi, dans l'argumentaire de Polo, c'est de dire que, effectivement, il n'y a que 2 matchs. Et si j'ai mis le d'ores et déjà dans ma question, c'était pas le hasard. C'est aussi une façon d'appuyer un petit Tomber dans le peu. piège. C'est pas un piège, c'est aussi une façon en gros, de dire est-ce que la perspective d'avenir par rapport à cette défense, est-ce qu'on l'entrevoit ou est-ce qu'on l'entrevoit pas, en gros. C'est toujours le verre à moitié vide, à moitié plein, et ça m'étonne pas que Polo ait choisi le verre à moitié plein. C'est sa spécialité, l'optimisme. Non, mais c'est tout à fait vrai. Donc, je suis quelqu'un avec de l'espoir. Je vais donner le point à Polo pour ses arguments, parce que j'ai trouvé que, effectivement, même si il y avait effectivement des arguments qui étaient à mon sens pas pertinents, le fait qu'on ait besoin d'alchimie, qu'il y ait besoin de faire travailler, et l'argument était très pertinent de dire que tous les DB qui ont joué sur ce match-là, j'avais même pas fait gaffe, n'étaient pas aux Steelers l'année dernière. Et ça, à l'air de rien, c'est quand même quelque chose qui est important, sachant qu'à côté de ça, tu rajoutes aussi le fait que dans les joueurs de rotation qu'on a eu,
que ce soit Sawyer, que ce soit Yaya Black, que ce soit bon, c'était des gars qui aussi n'étaient pas là l'année dernière. Donc, on peut peut-être se dire que le fait d'être surcoté est peut-être un petit peu tôt pour le dire, et que on va espérer que dans les semaines à venir, cette défense nous montre ce dont elle est capable. Maintenant, on verra si pendant la saison, on peut pas bouger les points, les compteurs de points. Si à la mi-saison, on s'aperçoit vraiment que la défense, elle est toujours, et même avant la mi-saison, si d'ici 3-4 matchs, après, pour moi, le moment charnière, ça sera après la bye week. Après la bye week, t'auras eu 4 semaines, une cinquième, enfin 2 semaines de travail en gros pleine avant d'aborder la week 6. Week 6, pardon. À ce moment-là, il faudra que la défense elle soit prête. Si à la week 6, elle n'est pas prête, cette défense, c'est qu'elle définitivement elle a été surcotée. Moi, c'est ce point-là sur lequel j'ai un petit peu de mal et j'ai envie d'être optimiste, évidemment. C'est voilà, c'est les Steelers, j'ai envie que tout se passe bien et qu'on gagne des matchs. Mais effectivement, beaucoup de changements dans le roster, je veux bien l'entendre. Mais c'est que des mecs expérimentés. A priori, ils n'ont pas besoin d'un mois, 2 mois, 3 mois pour se mettre en route. Il y a eu le training camp, alors tout le monde n'était pas là, je sais bien. Jalen Ramsey arrive un petit peu tard. Mais attendez, quand même, voilà, c'est des pros avec des all pros. Et, voilà, j'ai un Moi peu la de mal question, à moi la comprendre. question Et que j'ai envie surtout, si je peux de, me permettre, Thomas, de terminer, ouais, vas-y. le- là où j'ai du mal, et t'en as parlé rapidement, c'est est-ce qu'on a vraiment vu une raison de croire qu'il va y avoir un changement? Et si vraiment je suis optimiste, j'ai envie de dire oui sur quelques tackles en première partie du match où tu avais un peu de physicalité, tu avais des tackles dans le backfield et donc des pertes de l'adversaire, mais j'en ai trois ou quatre en tête, quoi, pas plus. Et j'ai du mal à voir, au-delà des noms sur la feuille qui disent oui, il y a forcément un potentiel plus haut, j'ai du mal à voir ce développement arriver jusqu'à ce qu'on soit top 10, top 5, tu vois. Moi, il y a deux choses sur lesquelles que j'ai oublié de mentionner dans mon verdict entre guillemets. La première, c'est que, alors, ça va pas tout à fait dans le sens de dire qu'elle est pas surcotée, ça va plutôt dans le sens de dire qu'elle est surcotée, parce que pour moi, il y a un problème de, alors, à voir, mais pour moi, il y a peut-être aussi à un moment donné la question à se poser, est-ce qu'il n'y a pas un problème de coaching? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de coaching? Parce que quand tu as autant de talent sur le terrain, ok, tu as raison, il faut du temps pour l'alchimie, comme disait Polo, il faut du temps pour que ça prenne, pas de problème avec ça. C'est pour ça que la Week 6 pour moi sera un bon révélateur, parce que là, à ce moment-là, il n'y aura plus de débat. Les mecs seront là depuis 2 mois. Là, tu dois être prêt, enfin 2 mois de jeu, hein, parce qu'il y a toute l'intersaison quand même, Ouais. mais 2 mois de jeu, là, il faut que tu sois prêt. Donc, on verra à ce moment-là. Mais pour moi, la plus grosse connerie qu'a fait Tomlin, c'est d'avoir laissé partir aux Vikings. Zut, j'ai perdu son nom. Brian Flores. Brian Flores, évidemment, Brian Flores, qui du coup a fait de Minnesota une top défense actuellement. Le laisser partir pour mettre Terry Austin, donc avec que des références en interne et dont on n'était absolument pas sûr que le gars fasse la maille. Qu'est-ce qui t'empêchait de prendre Brian Flores et de mettre Austin avec lui pour apprendre sur 1 ou 2 saisons et de taper, surtout vu ta philosophie défensive forte? Moi, je pense que Tomlin a eu un problème d'ego par rapport à Flores. Je pense qu'il a eu du mal à se dire, je vais laisser Flores prendre les commandes de la défense, parce que lui, c'est un entraîneur de défense quand même, hein, Tomlin, initialement. Et il s'est peut-être dit, et à mon avis, c'est ça la réflexion, ce gars-là va prendre le leadership sur la défense, ce qui était normal, puisque Flores, c'est quand Ce même un serait gars son job, qui, hein. ouais, c'est quand même un gars qui pèse un peu dans le game, comme on dit. Et je pense qu'il a eu du mal à se dire, ok, faut que je lui lâche les rênes un petit peu de la défense et j'en fais une top défense. Mais pour moi, la plus grosse connerie a été là. Ça, c'est la première chose. Et j'avais une deuxième chose que j'ai perdu par rapport à ce que tu viens de dire. Bon, ça me reviendra. Ça me Avant que reviendra. ça revienne, Thomas, pour ce que tu viens de dire déjà, euh, il y a cette idée souvent qui ressort que peu importe le coordinateur défensif à Pittsburgh, de toute façon, la défense, c'est Mike Tomlin qui la gère et les autres sont vraiment juste des pantins. Et Polo, si je dis pas de bêtises, t'es un petit peu de cette vue-là, toi aussi, non, de ce point de vue-là. Je sais pas si je dirais pantin, je pense, mais et c'est pas contre Tomlin. Tomlin est là depuis 20 ans. Euh, c'est lui qui dirige tout. Enfin, et encore une fois, quand il gagne, je lui dis bravo Tomlin, et quand il perd, c'est de sa faute. Pour moi, il est responsable des choix des joueurs. Il est responsable sur la draft. C'est pas lui qui fait les choix tout seul, mais Ouais. c'est l'équipe de Tomlin. Euh, donc, euh, moi, j'avais
un argument sur la défense qui va contre ma plaidoirie, mais quelque chose qu'on n'a pas mentionné et qu'il faut quand même dire, À force c'est que les d'avoir des Steelers, arguments contre ta plaidoirie, je vais finir par redonner le point à Romain, Polo. Vas-y, Oui, vas-y, mais je vas-y, plaisante, je continue, plaisante, Polo. vas-y. J'ai Surtout, retrouvé aussi ce que je lâche les voulais dire chevaux, après. vas-y. J'ai retrouvé ce que je voulais c'est, dire après. c'est pas grave. Les Steelers, le salary cap, donc la façon dont ils dépensent leur salaire, ils dépensent, c'est la première défense, 163 millions de dollars sur la défense, c'est 25 millions de dollars de plus que le deuxième, les Giants. Je l'avais Et, dans mes notes pour la plaidoirie, j'ai oublié. Merci, Polo, de m'aider dans Mais mon, moi, dans je, mon moi, quiz. je, moi, et c'est, le, moi, c'était la première chose que je me suis dit. Je me suis dit, mais forcément, le gars qui va défendre le fait qu'elle soit surcotée va nous parler de la masse salariale. Quand t'as la plus grosse Ouais. défense de la NFL en termes de À masse moins qu'il soit salariale, TD, mais voilà. c'est pas normal que les gars soient pas au niveau de leur contrat. Non, C'est, le problème, c'est que la barre est forcément haute. oui, Tu vois, l'attente, ouais. je dirais même qu'avoir une bonne défense, c'est le minimum. Tu dois avoir une très bonne défense. Bah, avec ce que t'as Euh, mis sur le papier en contrat, t'as pas le choix. T'as pas le choix. plus le fait que tu te bases sur ta défense. C'est vraiment, Ta philosophie de jeu. c'est la défense. T'as pris Euh, encore ton premier tour cette année, c'est un mec de ligne défensive. Ok, il est pas là, mais c'est un mec de ligne et défensive. encore. Tu vois, la plupart de tes pro bowlers, c'est des mecs de défense. Donc en fait, t'as investi massivement dans ta défense pour te faire gagner le championnat. Et tu prends 2 fois plus de 30 points dans ta musette sur les 2 premiers matchs contre des attaques qui sont quand même pas les top attaques NFL. Et et il y a un sur, dernier, juste, il y avait un dernier Polo avant que je te redonne le truc, mais il y avait un dernier truc que j'avais dit aussi, c'est que, alors ça va plutôt dans ton sens, c'est que avoir une bonne défense, c'est pas seulement avoir une bonne défense, c'est aussi avoir une attaque qui te sollicite pas trop. Et ça, l'air de rien, on l'avait plus ou moins abordé la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Là, l'attaque, autant sur le premier match, on pouvait charger la défense parce que l'attaque avait fait le job. Là, sur ce match-là, les torts sont partagés parce que comme tu l'as dit à la mi-temps, il n'y avait pas beaucoup de points, il n'y avait pas beaucoup de yards concédés par la défense. Mais surtout, l'attaque en deuxième mi-temps a sabordé la défense. Elle l'a mis dans des situations hyper compliquées. Les special teams, pareil. Et du coup, une défense, tu sais qu'avec le temps, ça s'effrite. Si ton attaque reste pas sur le terrain et fatigue pas un petit peu, te permet pas de te reposer, fatigue la défense adverse, tu sais que tu vas souffrir. Et en plus de ça, on a une attaque qui obtient quasiment autant de first down que de possession. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc ça veut dire que la défense a été surexposée et forcément ça l'aide pas à performer. Encore une fois, sur les chiffres de où les équipes dépensent leur salary cap, euh, les 5 équipes qui dépensent le plus en défense, vous me dites si c'est des favoris pour le Super Bowl. Steelers, Giants, Colts, Commanders, Bears. Est-ce que c'est un quartier qui vous va? Les Commanders pour moi sont une équipe, mais moins maintenant qu'ils viennent de perdre Jen Weddle, Colts. mais Jen Daniel, mais le reste, Ouais. Ouais. De l'autre côté du côté de l'attaque, le neighborhood, l'inverse, le ouais. quartier où ils sont, Saints, Texans, Jets, Steelers, et l'équipe qui dépense le moins en attaque, les Ah, c'est Seahawks. ces mecs-là. Oui, d'accord, ok. Tiens, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est quelles sont les 5 équipes, quel est le quartier des 5 équipes qui dépensent le plus en attaque. Ça, si tu l'as, ça m'intéresserait comme stat. Oui, Les équipes qui dépensent le plus, pour voir si en fait, on n'a juste Ouais. pas raté le train de la NFL qui est en train de changer, comme dirait Mbappé. Le football, il change. Ok. Bah, en fait, moi, la question que je me pose, c'est que si cette philosophie en NFL est en train de changer, et que les 5 équipes qui ont dépensé le plus de masse salariale sur leur attaque sont 5 Super Bowl contenders, c'est peut-être qu'à un moment, on a choisi la mauvaise stratégie. Ben, Après, tu avant me que Polo dis. lâche les chiffres, le problème avec l'attaque, enfin pour moi, l'histoire de salaire en attaque, c'est que tu vas être extrêmement dépendant de ton QB. Et on sait qu'en général, de toute façon, année après année, les contrats augmentent. Et donc, je pense, on va voir ce que Polo nous dit, mais que le top 5, ça va être 5 équipes qui ont un très gros contrat pour un QB et qu'il a signé dans Probablement. les 2, 3 dernières années. Par exemple, Dallas, Prescott avait un contrat énorme. J'imagine que Dallas est dedans rien que pour ce contrat-là. Ok, le top 5, en partant du haut, Bengals,
Rams, Chiefs, Falcons, Lions. Je pense qu'il y a... Qu'est-ce qu'ils font là, les Falcons? Ils sont perdus? Mais surtout Qu'est-ce qu'ils qu'ils ont un font QB par là? rookie. Ah, ils ont le contrat Ben, de Kirk Cousins, peut-être. Ils ont le contrat de Kirk Cousins. ouais, mais c'était Après, il quoi y a le des... contrat de Cousins? C'était 28 millions, 30 millions, un truc comme ça. C'est pas Si je dis mal pas de déjà. bêtises, Dak Prescott, il est à 60, hein. Donc tu as quand même un gap jusqu'au QB les mieux payés. Et juste, quand je regardais les chiffres, il y a des choses qui sont intéressantes. Les Ravens, par exemple, ils dépensent plus ou moins la même C'est somme équilibré. en attaque et en défense. Pareil pour les Packers. C'est intéressant. Donc, je dis pas que c'est la recette miracle, etc., mais c'est intéressant de regarder ça. Ah, il vaut quand même mieux habiter dans le quartier de l'attaque que dans le quartier de la défense, l'air de Mhm. rien. Si tu dois vraiment choisir, hein, je dis pas que c'est C'est la bonne vrai. stratégie. Moi, je suis pas un mec du front office. Ça dépasse mes capacités, ça, d'analyse la gestion financière et comment il faut investir. Mais ce qui est sûr, c'est que quand tu regardes les équipes qui ont dépensé autant que nous en défense, t'as pas trop envie d'habiter là. Alors qu'à l'inverse, t'as Ouais, c'est plutôt sûr. envie d'habiter avec celles qui ont dépensé de l'argent en attaque, à l'exception des Saints, qui à mon avis seront bottom cette année. Mais bon. Ce qui est encore Ok, plus bah merci de énervant cette sur cette info. question de salary cap, c'est si je dis pas de bêtises, j'ai un site devant moi là. Les Steelers sont la troisième équipe qui ont le plus de cap space. De marge, ouais. Alors Ouais. c'est bien, mais pourquoi faire? Tu vois, c'est un peu comme ces histoires de time-out pendant les matchs. Mm. La façon de le présenter, c'est quoi? Tu vas les emmener à la maison. Là, c'est pareil. Qu'est-ce que tu fais de ce cap space? T'as de l'argent, va chercher au moins un deuxième receveur. Ça fait 2 ans qu'on le dit que t'en as besoin. Mais bon, Et tu Peut-être que parlais de la trade deadline game c'est ça. week Ouais. 8. Ouais. Euh, Moi, je pense que c'est ça. Je pense vraiment qu'ils se donnent un peu de marge. Enfin, j'espère. Je pense. ouais. C'est plus de l'espoir que de la réflexion. C'est plus de l'espoir. Je pense qu'ils se laissent une marge de sécurité en se disant on va pas se précipiter à prendre à trade n'importe qui, à dilapider nos assets pour aller chercher un trade dont on n'a peut-être pas besoin et avec des gars qui peut-être chez nous feraient l'affaire et peut-être qu'ils se laissent un début de saison en se disant bah on a un calendrier finalement en début de saison qui était assez facile. Bon, mais on a perdu contre les Seahawks, mais à la base c'était Jets, Seahawks, Patriots cette semaine. Donc c'est des matchs qui sur le papier étaient à notre portée. Peut-être qu'ils se Ouais. sont dit bah le début de saison on peut nous laisser voir ce que donnent nos gars et que si on voit qu'on a des problèmes en tackle, si on voit qu'on a des problèmes en receveur, en ligne défensive peut-être qu'on pourra aller chercher un mec. Moi je serais pas surpris que avant la trade deadline, on a combien 25 millions de masse salariale. C'est ça, un truc Et comme pas ça, il ça me devant semble. moi. Il me semble que c'est un truc comme ça. Il me semble qu'on a un truc comme 20-25 millions de Euh, libres de cap space. Bah, tu peux aller chercher au moins deux voire 3 joueurs hein, de bon niveau En fait, avec c'est ça. ce qui va être super intéressant à la trade deadline, ça va être, on va savoir vraiment les ambitions de l'équipe parce que je pense que même l'équipe ne le sait pas. En début de saison, on a parlé la dernière fois, c'était un peu all-in. Soit tu vas gagner une bague, soit rien du tout. La question, ça va être après 8 semaines, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il y a vraiment, pour moi, il y a deux scénarios possibles. Soit tu continues d'y croire, tu es all-in et tu vas chercher des receveurs, tu vas chercher deux, trois mecs, ou à l'inverse, tu dis, bah écoute, cette saison, on n'ira nulle part. Et là, à l'inverse, tu peux éventuellement lâcher des joueurs pour être all-in sur la draft, qui est déjà un petit peu ce que font les Steelers sur la prochaine draft. Et là, ça serait plus logique d'aller chercher un deuxième, troisième, ou un choix de deuxième ou troisième tour. Et je pense qu'on le saura à 8 semaines. Alors la question c'est un, est-ce que ça va pas être dicté tout simplement par notre bilan à ce moment-là? Oui, Et à mon complètement. avis, ça va être une situation merdique. Comme tu l'as dit, la situation facile où on arrive, je dis n'importe quoi, en week 8, on est à 2-5 par exemple. On est à 2-5, bon bah là ok, on se dit on lâche et let's go quoi, tu vois. Si par contre à la week 8, on est à tu vois à 4-3, est-ce que tu te dis on lâche la Hmm. saison? Ça c'est la première question. Non. Puis la deuxième question c'est bah ouais ok, imaginons qu'on soit dans la situation où on lâche. Et tu trades qui? Tu laisses partir qui pour récupérer un asset? Le meilleur à trade pour récupérer un asset, ça serait TJ Watt. Est-ce que tu le laisses partir? Tu vois? Ça serait typiquement le Ouais, genre c'est de sûr. mec. Et moi, personnellement, vu la config dans laquelle on est, si vraiment ça se présente, est-ce que c'est pas le bon moment pour en tirer un maximum? Tu vois? C'est une vraie Ouais. question, ça. C'est dur, hein, comme C'est question, une ça. vraie Hein. question que. C'était, Ah oui, c'est sûr. pour te dire, c'était les discussions près de la machine à café au bureau.
Ouais. Ouais, C'était le deal qu'a eu les Dallas pour Micah Parsons, les deux choix de premier tour. Ouais. ouais. Mais le, Sachant que Parsons, il a quoi? Il a 25, 26 ans. TJ, il a passé la trentaine. Ouais. Donc, Ouais, mais tu peux en ouais. tirer Mais un c'est vrai premier que c'est une tour. question qui se pose depuis l'année dernière. Et c'est pas une question que j'aime me poser, mais c'est une question qui existe, c'est certain. Le chrono avance, les gars. Est-ce qu'on va pas se tourner vers le match des Patriots? J'avais encore envie de me plaindre de deux, trois choses, mais je vais attendre la semaine prochaine. Je pense qu'il y aura des opportunités. Prochain match, du coup, contre les Pats, qui sont aussi à une victoire, une défaite. Comment est-ce que vous le sentez et quelles seront les clés du match? moi, j'ai pas regardé le match, mais apparemment, donc ils ont battu les Dolphins 33-27, mais apparemment c'était pas joli, hein. Beaucoup d'erreurs, beaucoup de Ouais. Drake May 19-23, 230 yards, 2 TD. Euh, moi, moi, je le sens pas très bien. Après le match de dimanche, j'aurais, encore une fois, Patriots dans l'état qu'ils sont, pour moi, c'est une équipe que tu dois battre. Maintenant, je sais pas. C'est une équipe qui ressemble un peu aux Seahawks, hein. C'est un peu le même genre en tout cas en termes de positionnement, de niveau, tu vois, de range. Ouais. C'est une équipe qui est un peu dans ce niveau-là. Euh, je pense qu'on sous-estimait, moi le premier, un petit peu la capacité à Sam Darnold à jouer juste. Parce qu'il a joué juste ce week-end, l'air de rien, Sam Darnold. Et c'est en grande partie grâce à ça, je pense que les Seahawks l'emportent. Et puis au fait de jeu aussi, aux erreurs qu'on a eues. Mais en gros, de leur côté, ils ont quand même joué une partition qui est relativement juste, même s'il prend quand même deux inters. Euh, oui, deux inters. Donc là, la question, c'est à quel niveau va jouer Drake May, sachant qu'ils sont chez eux. Mais c'est une équipe qui est du même range que les Seahawks. Donc c'est une équipe qu'on doit gagner. Je pense qu'on peut, encore une fois, moi je vais garder les mêmes clés que j'avais dit par rapport au match des Seahawks. La défense doit se reprendre. C'est clair et net que la défense, on s'en sortira pas, vu ce qu'on a investi, sur côté, pas sur côté, on s'en sortira Mhm. pas si notre défense remonte pas la pente rapidement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'offensivement, le plan de jeu soit du même acabit que celui qu'on a fait contre les Jets et pas celui qu'on a fait contre les Seahawks. Si on fait ça, Ouais. pour moi, il n'y a aucune raison qu'on gagne pas ce match. Tu sais, les Patriots, j'ai l'impression que cette année, c'est un petit peu. J'utilisais le terme jauge tout à l'heure pour savoir surcoté ou pas. C'est un peu la jauge en NFL. Tu vois. Si tu es sous les pattes, tu es une mauvaise équipe. Mm. Si tu es meilleur, bon, tu as une chance d'accrocher les playoffs. Tu vois, je les passe un peu vraiment en plein milieu, quoi. Avec eux-mêmes, Révélateur. bah, justement, sur cette ligne de oui ou non. Et sans avoir vu leur match, moi, je me disais, ouais, bah, c'est exactement ça. C'est une équipe qui est moyenne, parce qu'elle est moyenne dans tout, qui n'a pas forcément de gros points forts, de gros points faibles. Et finalement, je suis allé voir les stats sur ces deux premiers matchs. Alors, effectivement, sur deux matchs, il y a une grosse dépendance par rapport aux adversaires. Mais il y a comment dire, des tendances très claires. C'est-à-dire que les Patriots, c'est la pire défense contre la passe en NFL en termes de yards concédés par match. La pire. Contre la course, c'est la troisième meilleure. Donc là, a priori, tu as un plan de jeu qui est assez clair. Et il va falloir que Rodgers et les receveurs se réveillent et essayer de C'est passer bien. par là un maximum. C'est bien. Quelque Si part, ouais. et j'espère qu'Arthur Smith a ouvert les mêmes docks que toi, parce que si c'est le cas et qu'ils nous pond encore une défense contre la course, une attaque basée au sol et qu'on perd ce Ouais, match, c'est qu'à un moment donné, il va peut-être falloir que tu ils postules sont au capables, hein. poste de coordinateur. Non mais on plaisante, mais Non, alors ils c'est sont sûr que c'est capables. deux matchs, Rappelle-toi les c'est deux Bengals. matchs et ils ont joué quand même les Dolphins qui sont une équipe plutôt aérienne. Et ils ont joué les Ouais, mais Raiders, t'as du il me mal. semble, en première journée, qui est une équipe C'est mitigée, mais ça, qui est ouais. quand même une équipe pas trop dégueulasse, les Raiders, cette année. Donc, voilà, ça Ouais. va être une. Du coup, j'avais pas cette stat, tu vois, je m'intéresse pas trop aux stats vraiment des équipes Ah, ça m'a surpris. Ça m'a Mais surpris ouais, ouais, aussi ouais, parce ouais, je suis que d'accord avec toi. Et du coup, ça me hype un petit peu plus encore parce que du coup, ça va nous forcer à aller jouer sur un domaine en tout cas, sur lequel on n'a pas build notre attaque. Et, ouais. j'ai hâte de voir ce que Rodgers et nos receveurs peuvent faire on croise les doigts, avec un game plan basé sur peut-être un peu plus de passes. Et c'est là où si tu te trouves entre guillemets ou si tu fais pas un bon match à la passe contre la pire défense après deux matchs, mais quand même, là, il y a des vraies questions à se poser, quoi. Parce que si tu n'arrives pas à avancer par la passe contre une équipe qui lâche plus de 300 yards à la passe par match, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu vas battre?
Il va falloir surtout. Et Moi j'ai hâte de voir déjà le game plan. Tu vois, Ouais, parce c'est que ça, exactement. bah ouais, parce que le game plan, si tu sais ça, tu dois attaquer les airs. Et après, qu'ils réussissent pas, ça sera un problème de joueur. Mais déjà, si ton game plan il est basé sur un jeu au sol, bah Oui, tu bah oui. commences par tirer une bastos d'un pied, quoi, tu vois. Et c'est ce que je Donc moi disais. j'espère déjà ils vont attaquer là. Et après, on va voir ce que nos joueurs Rappelle-toi les peuvent. deux matchs contre les Bengals la saison dernière, où le premier, je sais plus à combien ça finit, 90-88, Mhm. en passant à la passe uniquement, quasiment, voilà, on a mis le feu à la défense. Et puis le deuxième match, quelques semaines plus tard, on dit non, course uniquement. Quoi? Et surprise, surprise, on n'a pas avancé, on n'a pas marqué de point. C'est ça qui m'inquiète, c'est que tu as un game plan qui est évident sur le papier, et je veux bien que tu joues la surprise. Mais quand c'est une vraie faiblesse de l'adversaire, et que c'est pas une question d'attente, bah, il faut l'utiliser, il faut taper dessus, quoi. Mhm. Les équipes se Ouais, privent pas pour taper sur nos faiblesses. Ils sont comment, Romain, en pass rush et en sac? T'as ça Polo, devant toi? Attends, Polo, je tu vas sais dans les pas si j'ai emmerdes. encore ça Tu vas dans ouvert. les emmerdes, Polo. Ouais. Ah oui, non, Attends, mais je vais ouvrir ça. t'as raison, parce que eux, ils vont faire leur game plan sur nos faiblesses, c'est évident. Donc il faut s'attendre chez eux à un gros jeu de course, il faut s'attendre à des play action avec des jeux deep sur les couvertures homme à homme, il faut s'attendre à une grosse pression sur Rodgers, surtout si derrière ils sont faibles à la passe, il faut s'attendre à ça de leur part. Hein. Attends, je Mais cherche ça. Défense, sac. ça va aussi grandement dépendre de la capacité qu'a Drake May à jouer juste. Hein. C'est quelqu'un qui est capable de faire des très gros matchs, mais c'est aussi quelqu'un qui est capable de passer à côté de ses matchs. Et il est dans sa deuxième année en tant que titulaire, peut-être trois, je sais plus quand est-ce qu'il a été drafté, mais on doit être Titulaire, dans je ces pense, eaux-là, ouais, ça doit être sa deuxième. deuxième ou sa troisième année. En tout cas, ça fait au pire c'est sa deuxième année en tant que titulaire et au mieux c'est sa troisième année dans la ligue. Mais je sais plus exactement. Mais c'est l'année dernière, il a laissé entrevoir des belles choses, mais il est aussi des fois passé un petit peu à côté de ses games. Donc faut croiser les doigts pour que là, ça soit plutôt la deuxième chose plutôt que la première, quoi. Ouais. Je te cherche la stat sur les sacs en termes d'équipe, mais ils ont Harold Landry qui a 3 sacs et demi en 2 matchs et 4 plaquages pour perte. Donc voilà, le leader du pass rush, tu le connais déjà. Et alors, si je regarde par rapport aux stats Mais d'équipe, je trouve que ça va être intéressant parce que si tu me dis qu'en plus ils ont la troisième meilleure défense contre la course et que tu sais que ouais, nous on a plutôt un game plan basé sur la course initialement, bah ça va nous forcer peut-être à aller jouer ailleurs et on va voir si on est capable sur un game plan avec des faiblesses identifiées d'aller taper et d'appuyer là où ça fait mal même si nous c'est pas notre force. C'est une bonne chose et ça va peut-être aussi nous permettre de voir comment collectivement on peut à la fois protéger Rodgers et à la fois peut-être donner aux receveurs une chance de d'avoir plus de séparation, d'avoir des nouveaux schémas de passe, d'avoir tu vois peut-être des choses un peu différentes des deux premiers matchs. Polo, il lève le doigt, je sais pourquoi. Vas-y, Polo. J'ai la stat aussi. Vas-y. Vous connaissez qui est numéro un en sac sur la ligue cette saison? Je l'ai devant moi, En donc équipe. En équipe, ouais, ouais, je l'ai devant moi. c'est les Pats du coup. Patriots. 9 Ouais. sacs. Ok. Voilà. Mais Ouais, écoute, il va falloir trouver des Broderick solutions. Jones. Il va falloir. Et quelle est la pire équipe c'est l'équipe qui a le concédé le plus de sacs. Ça serait une bonne stat aussi. Comment on se situe par rapport à ça, nous? Tu vois? Qui a C'est concédé vrai, le Euh, plus de sacs c'est vrai. déjà dans la ligue. Parce que ça, c'est pareil. Peut-être que parce que le football se développe énormément maintenant sur les pass rushers sont de plus en plus athlétiques, de plus en plus rapides. Et ça, j'ai l'impression que c'est vraiment une évolution par rapport à ce qui se passait avant, où on avait vraiment des defensive ends encore qui étaient puissants, qui étaient. Là maintenant, les gros pass rushers, c'est des gars. Alors il y a encore Myles Garrett qui est un peu à part, qui est aussi un monstre physique, mais les gros pass rushers maintenant, c'est des mecs très vifs, quoi, très rapides, très Ouais. vifs. Et ça se développe de plus en plus. Donc j'ai quand même l'impression que les sacs augmentent par équipe. En tout cas, tu essayes de mettre un maximum de pression sur les quarterbacks parce qu'il y a de plus en plus de jeux de passe également. Donc, ça serait intéressant de voir euh, quelle est T'as l'équipe la qui a stat, concédé Polo? le plus de sacs dans la ligue et comment on se situe par rapport à ça. non, le classement que j'ai, c'est quelle équipe a fait plus de. J'ai pas la stat contre quelle équipe. Ok. Quelles sont Je les l'ai, équipes je qui ont l'ai. fait le plus de sacs? Tu l'as? Ah, tu l'as. Vas-y. Je l'ai. Le plus de sacs concédés, c'est Tennessee par match, 5,5. 5,5 par match. Bah, Ça c'est fait bien. 11 en 2 matchs, ça pique un peu. Ouais. Après, tu as les Vikings à 4,5. Intéressant, c'est notre adversaire en quatrième semaine, sans JJ McCarthy d'ailleurs. Et ensuite, tu as Miami à 4. Et puis ensuite, tu as 1, 2, 3, 4 équipes à 3,5, dont les Steelers. Donc on est bottom 10. Et les Pats d'ailleurs, à Ok. égalité.
Ah oui, Ok, on est bottom 5, hein. ouais. Bottom side, ouais. Voilà, Ok. voilà. Ouais. Beaucoup Bah écoute, d'espoir. c'est, et leur force, c'est notre faiblesse. Donc ça va Ouais. nous forcer. On va voir si le staff propose des choses pour nous sortir, enfin sur le papier en tout cas en tout cas pour au moins tenter d'aller taper là où on nous attend pas et là où les autres sont faibles. C'est plutôt une Ah bonne oui, chose. On va voir si certain. le staff s'est proposé On va des voir nouveautés. ton degré d'optimisme sur la capacité du staff à faire ça, Thomas. Pronostic. Pronostic sur le match. Oh, je suis nul. J'ai Ouais. vraiment été nul les 2 dernières semaines en pronostic. J'avais presque le Euh, bon score la semaine dernière, mais dans le mauvais sens. ouais. Oui, oui, oui aussi. Oui, oui avait Oui, dit c'est vrai. 30 et quelques, 18. Oui, Ouais. oui était. Était bien, Ouais. si ce n'est qu'on n'avait pas prévu de perdre. Franchement, je sais pas, je vais réfléchir. Polo, t'as une prédiction le temps que je réfléchisse. Franchement, tu me demandes maintenant, je nous vois perdre. Je vais dire 21-18 pour les Steelers. Vraiment, mais J'étais en train de. Moi, je me Ça. vois bien à 21 points. Hein. Allez, 24 Ouais. points. Parce que Boswell, il passera pas un match sans mettre un field goal. Donc, même pas. Non, on fera pas 21 points. Faut qu'il ait l'opportunité d'en taper, 14, hein. C'est pas 20, certain. 14, 20, à 20 points. Allez, 20 points, 2 TD transformés plus 2 field goals de Boswell, ça fait 20. Et 20, 14, 14, 17, allez 20, 17. 20, 17 pour les Steelers, voilà, avec 2 TD aussi encaissés et un field goal. Et ouais, 20, 17, allez. T'avais dit quoi, Et Polo, toi? du coup, toi? Et tu as le droit de pronostiquer une 21-18. défaite, Polo, hein, si tu as envie. Enfin, si tu as envie. Si tu penses que c'est ce qui va se passer. Non, mais en fait, le problème que j'ai, c'est qu'encore une fois, je pense qu'ils sont suffisamment bons pour les battre. Mais j'ai le recency bias. Le match de dimanche me fait douter. Mais bon, même si c'est 21-18 dans les deux cas, disons. On Dans un perdra sens ou dans l'autre. 21-18 et on gagnera 21-18. Ah, pour aller dans votre sens, tous les deux, vous êtes, je pense, très proches de ce qui va se passer parce que les Patriots marquent en moyenne 23 points par match et en concèdent 23,5. Donc, je pense qu'on va être dans ces eaux-là. Et puis, je ne sais pas si on a la capacité d'aller en coller 40, hein, même si c'est d'habitude moi l'optimiste. Bah, du coup, j'ai un score un peu au-dessus de vous, mais je suis passé sous la barre des 30 pour la première fois depuis un bout de temps. Et Tu je suis à doutes? 27-24 pour les Steelers. Ah oui, bah, 27, clairement. 24? Et puis je suis comme toi, hein. Je suis comme toi, franchement. Pour moi, je vois 50% de chance de gagner, 50% de Non. perdre là maintenant tout de suite. Donc, C'est dire que tu doutes parce que tu leur donnes que 27 points. ah bah oui, ça c'est le gros doute pour moi. Toi, ça serait le feu Hein. d'artifice dans ton univers, Polo. Mais pour moi, c'est vraiment match kata, 27 points. Ah oui, match kata carrément. Non, non, je Eh suis ben pas on allé aussi verra. loin, mais C'est ouais, dimanche à quelle heure? C'est à 19h? je crois que c'est à 19h, ouais. 13 heures. C'est à Ouais. 19h. Ok. Et Ben, je vais on en verra. profiter aussi parce que le match suivant, ça sera donc contre les Vikings à Dublin. Je rappelle à tous ceux qui ont déjà vu, qui ont déjà écouté, j'essaye d'organiser quelque chose à Dublin. Enfin, c'est déjà en place, mais j'essaye de voir combien de personnes on aura. Donc, dès le samedi soir, j'ai un petit pub en centre-ville de Dublin avec un petit espace réservé pour nous. Surtout, tout le monde peut venir. C'est vraiment la partie réservée entre Français ou francophones de la commu NFL. Venez, n'hésitez pas, fans des Steelers, des Vikings, peu importe, partagez ça à vos potes qui supportent d'autres équipes, ils seront les bienvenus évidemment. Et puis le dimanche, on a bossé avec les autres communes des Steelers dans les autres pays et on a un bar qui est réservé pour toute la journée, donc dès 10h30 le matin avant le match et après le match aussi pour les matchs de deuxième partie de soirée jusqu'à 1h du matin. Donc dans les deux cas, vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas, il n'y a pas de billets à acheter, il n'y a pas d'argent à me donner. Enfin, vous pouvez si vous avez envie, mais je demande rien. Donc voilà, venez, ça peut être l'occasion de faire des rencontres sympas et d'avoir un petit rassemblement de fans de la communauté qu'on n'a pas l'occasion de faire tout le temps. Voilà, les détails sont sur Twitter. J'ai mis le post épinglé avec les adresses, les horaires pour les deux pubs. Donc voilà, surtout n'hésitez pas et parlez-en autour de vous. Ça serait cool d'atteindre des chiffres un peu sympas et de prendre des jolies photos ensemble. Le Thomas, message tu est seras trop lancé. occupé, j'imagine.
Ouais, je pense que sera en là, train de le remporter. sur les 2 prochaines semaines, ça sera malheureusement, Pas une bonne je excuse. pourrais pas être je pourrais pas être des vôtres. Je sais pas, je vais voir si éventuellement, voilà, il y a possibilité, mais je vous promets rien du tout parce que là, l'agenda est un peu chargé pour moi dans les 2 prochaines semaines, enfin dans Pas les dix de, prochains t'es jours. t'es le seul qui a une raison valable. Tous les autres, aucune raison. Mais je vais quand Bon, même Polo regarder le Thomas, match et je vais essayer. j'espère. Je vous remercie. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous donner avant de se quitter? Les trois Il mots faut gagner, habituels? il faut gagner ce week-end. Il faut gagner, il faut gagner, il faut gagner. Il faut être à 2-1 et voilà, il faut arriver Moi, j'espère vraiment encore une fois qu'on arrivera à la trade deadline avec un bon bilan qui nous donnera envie d'investir dans nos faiblesses et qu'ils utiliseront la masse salariale restante pour aller peut-être acheter, prendre un defensive tackle, un nose tackle, un vrai nose tackle. J'ai vu qu'il parlait de Wilkins, un nom comme ça, l'ancien mec des Raiders. Je suis pas sûr de moi, mais Ah ouais? qui a un sacré caractère à gérer, hein, mais qui est un monstre vraiment en ligne défensive. Nametka fait Ramsey déjà, donc Ouais, 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 c'est pas un ouais, souci a voilà, priori. donc ça peut être un mec comme ça, peut-être un tackle gauche si vraiment on concède trop de sacs, peut-être un receveur si nos receveurs n'arrivent pas à se séparer. Peut-être allez, en allant chercher dans ces 2-3 postes-là, on pourra être voilà, une équipe qui vise Un quelque chose cette contender. année parce que sinon c'est long. Ouais, Polo, un dernier Donc, mot? bon match à tous. Et les trois derniers mots habituels? Here we go. Here we go. Salut à tous.